Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la cellule. Je suis avec... Il fait l'intro. Réflexe conditionné. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la Citadelle. Je suis avec mes amis les Boudis, tous ensemble. Vous allez bien les Boudis ? Ouais. Oh la vache, c'est beau, c'est beau. Romaric est avec nous. Ça va Salut. Romaric ? La pêche, la banane, la patate, Tous les fruits. tous les fruits et légumes. Aujourd'hui, on va faire un podcast un petit peu hors série, puisque c'est un podcast d'interview, une sorte d'interview ou de questions-réponses. On a des petites questions, alors que Trip to Sky va bientôt sortir. A priori, Tu comptes le diffuser quand, le podcast qu'on enregistre là ? Rapidement. Ouais, je pense ok. dans le mois après la sortie. Pour que ça soit... Après la sortie de Trip to Sky ? Ouais, pour que ça soit un petit peu d'actualité, quoi. Ouais, ok. Donc des petites questions à la fois sur Trip to Sky et puis à la fois sur ton travail en tant qu'auteur de jeux de rôle et puis d'éditeur. Attends, je vais aller fermer la porte parce qu'on entend. Je pense qu'on va entendre Soren dans les micros. Soren Solis. Soren. Soren Kierkegaard. Musique d'attente. C'est bon Ok. Voilà, c'était la musique d'attente. C'est parti. Alors, première question. Oula, attention. J'ai un buzzer ou pas là pour répondre ? Un joker. T'as le joker. droit. Ah oui, oh. T'as le droit à J'ai 2 des jokers, jokers ou allez. pas Ouais, 2 jokers. Ça Comment ça, 2 jokers? Bah, il répond pas à la question. Pourquoi Tu peux faire comme Coluche. C'était Coluche qui avait fait ça Oui, c'était un joker chez Coluche. Non, 3. Ouais, Il avait utilisé. J'ai dit un mois. Coluche est mort. La négociation est difficile. On va faire question classique, même si je sais qu'il y a déjà en partie les réponses dans Trip to Sky. Qu'est-ce qui t'a inspiré cet univers ? Quand je parle de cet univers, c'est de la marine, de l'aventure, la piraterie, les vaisseaux, les îles qui volent, le ciel, le souffle. Il y a plein d'œuvres. Il y a plein d'œuvres. Une dont je me suis rendu compte un petit peu a posteriori après la diffusion du jeu et qui, à mon avis, n'est pas suffisamment à sa place dans le bouquin, c'est Scaflowne. Là, on est en train de les revoir avec Flavie, les Scaflowne. Là, on est en train de se les refaire. Et en fait, je n'avais même pas imaginé à quel point en fait, l'univers des Scaflowne a inspiré celui de Trip to Sky. Il est même pas, tu vois, dans les inspirations, donc il y a Musical, tu as mis ton inspiration en musicale. musical, ouais, mais je l'ai aussi mis dans les inspirations, mais tu vois, dans le divers. Il y a des inspirations qui sont très très bien soulignées, comme Saint Seiya, Star Wars, Ulysse 31, Baiten Kaitos, et il y a Pirate aussi. Et en fait, Escaflowne n'apparaît qu'à la fin dans les diverses inspirations. Et en fait, en revoyant Escaflowne, je me dis, mais en fait, il y a déjà tout Trip to Sky. C'est quoi dans Esclaflowne qui te... Il y a déjà Par rapport à la découverte d'un déjà, monde, c'est ça ? Et déjà, le mythe de l'Atlantide. C'est-à-dire, une des sources d'inspiration principales de Trip to Sky, c'est les mythes de l'Atlantide dans leur globalité. Donc, que ce soit le château dans le ciel, Nadia, le secret de l'eau bleue, Atlantide, le film de Walt Disney, ou même si on veut aller plus loin, Stargate. Et en fait, Escaflowne, je ne m'étais pas rendu compte, mais l'une des quêtes de Dunkirk, c'est justement la restauration des Atlantes, de la cité d'Atlantis. Et donc, en fait, j'ai redécouvert, en revoyant Escaflowne, qu'en fait, c'était aussi que Escaflowne aurait pu compter aussi parmi les mythes de l'Atlantide, qui ont été parmi les sources d'inspiration de Trip to Sky. Alors, est-ce que tu veux qu'on rentre dans le détail ? C'est-à-dire que j'explique à chaque fois, dans chaque source d'inspiration... Et là, en fait, c'est un podcast à part entière, parce que... Non. C'est ça, c'est des trucs, moi, je veux bien te dire, en gros, le souffle, pour moi... Il existe un sentiment qui est partagé dans Agone, dans les Chevaliers du Zodiaque, dans Naruto aussi quelque part, dans Star Wars. C'est cette espèce de foi, de force, de cosmos dans les Chevaliers du Zodiaque qui traverse en fait les personnages, qui les transcendent, qui en font des créatures, des êtres. Ils ne sont pas surnaturels, mais ils ne sont pas uniquement physiques. Comme dirait Yoda, ils sont plus que de la matière brute.
Ils ont quelque chose qui les enchante, qui leur donne une force sacrée, mystique, etc. Et en fait, je trouve que ce soit dans Saint Seiya, dans Star Wars, dans toutes ces œuvres-là, il y a toujours un espèce de sentiment que je trouve sous-jacent. Alors moi, je l'ai appelé le souffle, mais en vérité, ce n'est que un autre mode de présentation de ce sentiment qu'on cherche tous à décrire, que ce soit George Lucas, Kurumada ou moi-même. Ou, tu vois, en fait, il y en a qui l'appellent le souffle, il y en a qui l'appellent le cosmos, il y en a qui l'appellent l'espoir, il y en a qui l'appellent la flamme, il y en a qui l'appellent la force. Mais dans le fond, ce sentiment, en fait, cette foi, cette espérance, en fait, quasiment religieuse, hein. En fait, c'est un sentiment qu'on a tous eu, qu'on a tous ressenti, que ce soit à l'écoute d'un hymne national, que ce soit pendant une grande manifestation, que ce soit en écoutant une musique, quelque chose qui nous fait dire l'homme est plus ce qu'il n'est, on n'est pas que des hommes, on est aussi des dieux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu dans les exemples que j'ai cités, je n'ai pas cité que des choses positives. Quelque part, les gens qui ont suivi Adolf Hitler, le nazisme, en fait, émane aussi d'un souffle, d'un sentiment de supériorité de la race aryenne sur l'humanité, une espèce de foi comme ça irrationnelle. Et un des objectifs aussi de Trip to Sky, c'est de faire réfléchir sur la foi et sur l'espérance. C'est-à-dire, bah ouais, c'est à double tranchant le souffle. Hein, ça peut servir des dessins progressistes comme ça peut aussi servir des empires colonialistes, dominateurs, etc. La foi, l'espérance n'est pas orientée moralement ou la foi appartient à tous les hommes ou toutes les femmes, hein, j'entends là à tous les êtres humains, évidemment. Et en fait, ce qu'on en fait, c'est ce qu'on en fait qui va compter, si j'ose dire. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas, donc voilà, pour le souffle, tu vois. Alors déjà, tu as vu déjà comment je suis long sur juste un élément tout petit de mon univers. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Mais voilà, donc tu l'avais déjà dit en partie dans ton podcast. Pour les voix d'Altaride, ouais, hein. Je ne savais pas si j'étais resté aussi longtemps dessus. Non. Mais voilà, la légitimation, par exemple, le souffle comme force légitimatrice. Dans les Chevaliers du Zodiaque, bien que ce soit deux techniques de combat qui puissent s'affronter au cours des combats, en réalité, ce qu'on cherche à savoir, c'est qui a raison, qui la déesse va aider, qui les dieux vont aider. Et pour savoir qui les dieux vont aider, il y a le cosmos qui est là. Oui, mais quoi dans le cosmos ? Les arguments. C'est pour ça que dans les Chevaliers du Zodiaque, les personnages ne cessent de se parler au cours des combats. On est souvent surpris de se dire, mais en vérité, un combat, c'est un coup de poing, un coup de pied, tu tombes au sol, je te latte la gueule au sol. C'est ça, un vrai combat de rue. C'est pas des mecs qui se parlent en mode machin. Mais c'est parce qu'en fait, le combat dans les Chevaliers du Zodiaque, et comme dans la plupart des mangas, dans Naruto, on a ça aussi, et même dans des mangas plus récents, eh bien, en fait, ce qu'on cherche, c'est la légitimité des dieux. On en appelle aux dieux, on en appelle à la légitimation. Et c'est en fait une fois qu'on est légitime que là, à ce moment-là, on obtient le cosmos, la force de remporter le combat. Dans ton podcast dans les Altarides, tu parlais de légitimité de commandement, qui était le grand thème que tu voulais aborder dans Trip to Sky. C'est un des thèmes, ouais. Mais il y en a plein d'autres parce qu'il y a plein de nature du souffle dans Trip to Sky. Mais on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on a des joueurs autour de la table et apparemment, ils ne connaissent pas tous les souffles de Trip to Sky. Donc, je ne veux pas les spoiler. Mais voilà, il y a plein de manières de voir le souffle. En tout cas, c'est le même sentiment qu'on cherche à décrire. Voilà, déjà, rien que sur le souffle, je te fais tout un truc d'inspiration. Tu vois, plus que des œuvres qui m'ont inspiré, c'est aussi des thématiques dans ces œuvres-là. Donc, à chaque fois que je te cite une œuvre, je devrais te dire, par exemple, si je te cite, par exemple, Pirate, du sinistre Roman Polanski. Alors, ça, c'est pareil, c'est un débat aussi. J'ai hésité grandement dans Trip to Sky à citer Pirate, parce que le réalisateur, comme on le sait, a commis des actes impardonnables et on pourrait légitimement penser qu'en paria, il faudrait même plus citer son travail ou ses œuvres. Le problème de Pirate, c'est que c'est un film. Et un film, c'est un maelstrom. C'est une œuvre collective. Donc, c'est pas parce que son réalisateur est un gros dégueulasse qu'il faut oublier tous les acteurs, tous les costumiers, tous les gens qui ont travaillé à la confection du bateau, à la musique, etc., etc. Et donc, c'est compliqué. On ne peut pas non plus complètement cancel le film.
même si on peut dire que le réalisateur est un gros En plus, je préfère, plutôt que de cancel le gros réalisateur dégueulasse, je préfère autant dire c'est lui et il est dégueulasse. Ça me va beaucoup mieux comme façon de faire. Donc c'est ce que j'ai fait dans Trip to Sky, et donc j'ai pas voulu ne pas citer Pirate. Et là, Pirate, c'est encore d'autres raisons qui me font aimer ce Pirate. Pourquoi Pirate pour Trip to Sky? Parce que dans Pirate, il y a le côté les héros. Ce sont des pirates, donc les moralement répréhensibles, ce sont les héros, et les gens qui défendent la vertu, qui sont parés de toute la moralité catholique et compagnie, ce sont les pillards, ce sont les colonialistes, et ce sont les méchants. Et donc dans Pirates, il y a une espèce de justice rendue comme ça. Il y a aussi la révolution naissante. On voit plein de choses. En fait, dans Pirates, il y a plein. Il y a une énorme richesse en fait dans ce film. Et puis la musique de Sard, dont on avait parlé ensemble, Antoine, qui est hyper importante, et qui moi aussi, quand j'écrivais Trip to Sky, j'avais la musique de Pirate dans la tête, quoi. Ouais. Notamment pour la description des scènes d'action et tout ça. Et en fait, chaque œuvre comme ça que j'ai citée précédemment, je pourrais faire quasiment 1 heure d'explication de ce qu'il y a dans Trip to Sky et pourquoi c'est là, etc. Mais ça va pas être le propos de ce podcast. Et à quel moment tu t'es dit, quand tu as créé le jeu, tu t'es dit ça y est, j'ai un jeu, j'ai un truc, ça y est, je suis lancé, je sais que c'est sur ça, il faut que je bosse sur ça, quoi. En fait, C'est quoi qui t'a permis au départ, c'est même pas l'univers du jeu, c'est le système. T'as commencé par créer un système tu t'es dit non, j'avais un tout petit bout d'univers. Je voulais des nuages, je voulais qu'on regarde vers le ciel, parce que à ce moment-là, ce que j'ai expliqué aussi dans les voies d'Altaride, je devais avoir les pieds sur terre pour des raisons personnelles et complexes et vraiment difficiles. Je vivais une période difficile, et mon réconfort, je le trouvais dans les nuages. J'ai souvent estimé que ma mère étant décédée quand j'étais jeune, elle me regardait du ciel, ce qu'on a également dans Le Roi Lion, tu sais, où il lui explique regarde les étoiles, dans les étoiles se trouvent les rois de jadis et ils te regardent, etc. Et moi, j'ai toujours considéré que ma mère était dans le ciel. Et donc, du coup, quand je regarde les nuages, c'est comme si je cherchais son approbation. Il y a des textes comme ça, d'ailleurs, dans Trip to Sky, tu reconnaîtras certains textes. Et donc, du coup, j'avais déjà cette idée qu'il fallait qu'on travaille vers les nuages. D'ailleurs, et dans Escaflowne aussi, ces thématiques sont liées. Les Atlantes sont représentés comme des créatures ailées qui vivent dans les nuages et compagnie et compagnie. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les mythes de l'Atlantide. Le château dans le ciel, il est dans le ciel, hein, il n'est pas au milieu de l'océan Atlantique. Hein. Et pourtant, c'est un mythe de l'Atlantide. Et donc, du coup, il y a toujours... donc ça, j'avais. Et puis après, j'ai commencé à sortir le jeu, le système de jeu. On a commencé à mettre les dés qui symbolisaient les problèmes. Ces dés qu'on prenait dans le bol pour résoudre les problèmes en décrivant ce qu'on faisait, et qu'on lançait ensuite pour résoudre les problèmes. Et quand on a vu en fait ce que ça donnait, l'effet de souffle, l'effet de maelstrom que ça donnait, le côté héroïque, épique des scènes d'action, on se lâchait, on décrivait des trucs de fou. J'ai fait ok, ce système en soi est intéressant, et donc je vais commencer à reconstruire, à reconsidérer cet univers autour de ces systèmes. Et compagnie. Donc ça a été d'abord cette volonté de nuage et le système de jeu d'abord. Et à quel moment tu as pensé à la Triskel, c'est-à-dire l'assise, le son, la pensée? Ça, c'est quelque chose c'est venu assez tard ou qui est venu très très tôt. Non, justement, ça faisait partie du système quasiment dès le départ. Je voulais 3 éléments. Et alors là, va savoir pourquoi, quoi. Là, j'en sais rien. Ça m'est venu vraiment comme ça, quoi. J'ai dit, il faut que les 3... Il va y avoir 3. Tu étais parti sur une Triskel? J'étais parti sur un 3. De toute façon, j'étais parti dans l'idée que le rythme serait ternaire, que ce serait 3, 3, 3, 3, 3, sauf un truc qui vient déroger à la règle et qui fait le 4 et qui va pas. Et donc, j'avais vraiment cette idée du 3, 3, 3, 3, 3 qui devait se retrouver les 3 soleils, etc., etc. Et donc, du coup, je suis parti dans le concept classique au départ de l'alchimie, qui est le corps, l'âme et l'esprit. Et puis en fait, après, je me suis dit, c'est trop dommage de ne pas corréler en fait, à l'univers de Trip to Sky donc directement. Et directement, quasiment dans l'instant, je me suis dit, non, il faut que je les appelle par le nom des continents. Et en fait, il s'est trouvé que les continents, ils avaient des noms qui étaient évocateurs de caractéristiques. Le son, ça va être tout ce qui est langage, communication, échange, etc. La pensée, ça va être la réflexion, l'intériorité, le pouvoir de calcul, l'intelligence métaphysique, plein de choses comme ça. Et puis, enfin, la 6 qui représentait la force physique et tout. Et en fait, ça fonctionnait très bien. Moi, j'ai toujours un peu cette tendance horoscopique dans mes jeux, que ce soit dans le Val. On retrouve ça avec les 4 figures, les ressources cardinales dans le Val, qui représentent aussi plusieurs choses.
donc le pouvoir, l'esprit, le cœur et les armes dans le Val. Et dans Sens, la vie, la mort, le cosmos. On retrouve ça dans tous mes jeux, en fait. Dans tous mes jeux, il y a cette espèce de vision horoscopique des caractéristiques qu'on peut interpréter. Parce que moi, il n'y a rien qui me fait plus chier que des MJ qu'un joueur qui dit à l'autre: ah non, tu peux pas utiliser cette caractéristique-là parce que ça correspond pas à ça ou à ceci ou à cela. Moi, je veux pas qu'on s'arrête à ça. J'ai envie qu'on interprète même les caractéristiques. Tout doit être interprété dans mes jeux. Ok. Et pour les démons, c'est quelque chose que tu avais prévu de rendre les joueurs un peu pas des parias, mais d'avoir un pouvoir de se cacher, parce que c'est quand même assez fort, je pense, pour les joueurs de devoir se cacher, devoir se mentir en fait aux autres, de pas pouvoir être vrai avec tout le monde. Ah, ça c'est compliqué. La caractéristique du démon, c'est qu'il a des ailes. Mm-hmm. Derrière le personnage du démon, il faut envisager le poème L'Albatros de Charles Baudelaire. Donc c'est un individu qui, parce qu'il a des dispositions qui sont surhumaines ou qui dépassent en fait les hommes, il est du coup maladroit, malaisé dans la société des êtres humains. En fait, il ne se sent pas à sa place. C'est pas... ouais, c'est... Je ne sais pas comment répondre à cette question. J'allais te dire, je me suis toujours senti un démon dans ce monde. Je me suis toujours senti... je me suis jamais vraiment senti à ma place. Toujours à trop rêver, maladroit, pas bien en fait parmi les hommes finalement, tu vois, parmi les êtres humains, toujours à être un peu à côté de la plaque, etc. Et donc j'imagine que le démon, ouais, c'est vrai, quand tu es un auteur de fiction, t'es pas vraiment intégré à la société, tu vois ce que je veux dire. La première chose qu'on te demande quand tu crées de la fiction, c'est ce que tu en vis. Ah ouais, tu le vis bien. Et c'est quoi ton métier? Tu vois, t'as l'impression d'être J'ai toujours eu l'impression d'être un étranger en fait, même en France, tu vois. Et donc du coup, c'est peut-être ça aussi que j'ai voulu dire. Mais je pense que ça trahit aussi un peu ce qu'est le rôliste. D'une manière générale, je retrouve beaucoup ça dans tout ce qui est contre-culture en fait. Le hard rocker, le rôliste qui se sent le marginal en fait, voilà. En fait, dans le fond, moi je suis un marginal. Je travaille avec des marginaux, mes jeux de rôle je les crée avec des marginaux, avec des gens qui se sentent pas en accord avec forcément la société, enfin qui se sentent pas intégrés, je sais pas comment dire, pas bien intégrés ou qui se sentent pas à leur place, et donc du coup que la société regarde différemment. Ou que la société regarde différemment, ouais. Peut-être faut mieux le dire comme ça. Et donc du coup voilà l'image du démon. Parce que souvent, la société conservatrice... Parce que le démon... Attention avec le démon. C'est le culte de la déesse qui appelle les personnages de Trip to Sky des démons. Oui. Tu vois, les narrativistes, c'est un nom qui vient de connard. Qui, en fait, d'abord, le mot narrativiste a été employé par des rôlistes conservateurs qui parlaient des gens qui jouaient pas au jeu de rôle comme eux y jouaient. Et les narrativistes, après, ont commencé à prendre le mot narrativiste pour se décrire eux-mêmes. Mais en fait, c'est les dominés qui ont donné ce nom aux dominants et les dominants qui l'ont repris pour en faire un étendard. Et ça, tu l'observes dans plein de... il y a plein de fois où les dominés donnent des noms à à des gens qui sont... Les dominants donnent des noms à des gens qui sont dominés, et où les dominés reprennent à leur compte le concept qui leur a été attribué, en fait, assigné par des dominants. Et le démon, c'est ça. Attention. Les gens, justement, c'est le piège de Trip to Sky, c'est que on vous fait vous appeler des démons, mais c'est le culte qui vous appelle comme ça, quoi. Ne vous appelez pas comme ça entre vous, quoi. Appelez-vous autrement. Appelez-vous des ailés, appelez-vous des élus, appelez-vous des porteurs de flammes. Et ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège qui vous est tendu par les dominants. Voilà. Donc il y a ça aussi, tu vois. Le fait d'appeler les personnages par un nom péjoratif, il y a aussi une réflexion sur le dominant, le dominé, la société conservatrice qui est représentée par l'église du culte de la déesse, et puis les joueurs et ce qu'ils incarnent et ce qu'ils amènent. Il y a plein de choses à te dire là. Tu vois, moi je pourrais te parler de ça pendant des heures. Hein.
En fait, chaque question que tu me poses, c'est quasiment un podcast de 2 heures. Enfin, j'aurais 2 heures à t'en dire, quoi. Donc, je suis un peu. Non, on va passer à la J'essaye question d'aller suivante. vite, mais. Qu'est-ce que j'avais noté? Ouais, là c'est la première fois, il me semble, ouais, c'est la première fois que tu fais un tome accessible aux joueurs. Ouais. D'où ça t'est venu cette idée? Bah, c'est très simple. Je me suis rendu compte qu'expliquer les règles du jeu, ça prenait 300 pages. Que l'univers et le reste en fait du jeu, ça prenait 300 pages. Donc si j'avais voulu faire un livre, complet, ça aurait fait 600 pages. Un livre de 600 pages, c'est pas prenable dans les mains, etc. Si je voulais la présentation aérée que j'avais, je devais découper le livre en deux. Donc à partir du moment où tu te dis je dois découper mon livre en deux pour une raison technique, t'es jamais loin de te dire du coup il y aura un livre pour ça et un livre pour ça. Donc au début je me suis dit ok, il y aura un livre pour les règles, donc finalement qui pourra être accessible aux joueurs puisque tout le monde aura les règles en jeu, et un livre pour le meneur de jeu avec tout l'univers. C'est pratique. Premier élément. Deuxième élément de réponse, c'est le fait que ça dit aussi que le MJ n'est pas au-dessus des règles. Si les joueurs peuvent accéder aux règles, ils peuvent être repris. Le MJ, peut être repris par les joueurs sur les règles. Les joueurs peuvent dire attends là, tu joues comme ça, mais dans les règles c'est écrit comme ça. Et ça compte pour moi beaucoup parce que je trouve que le système de jeu de rôle traditionnel classique avec un MJ et des joueurs a tendance à donner beaucoup trop d'autorité, y compris sur le système de jeu, au meneur de jeu. Or, il ne faut jamais oublier que le meneur de jeu est un participant ou une participante comme les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui vole au-dessus des règles. Il reçoit son autorité des règles. S'il commence à les écrire, on se retrouve dans un cas à la Montesquieu où on a à la fois quelqu'un qui est l'arbitre des règles, qui fait respecter les règles, mais aussi qui les édicte. Et donc on est dans un état, dans une situation, dans un dispositif totalitaire et autoritaire. Et donc ça, il faut à tout prix l'éviter. Le meilleur moyen de l'éviter, c'est de dire, comme le fait Donjons et Dragons d'ailleurs, de dire en fait, voilà, le meneur de jeu n'est pas au-dessus des règles. Voilà les règles, le meneur de jeu n'est pas au-dessus des règles. Et donc les joueurs peuvent le reprendre. Donc, à ce titre, donner un livre accessible aux joueurs, ça permet de faire comprendre ça au meneur. Attention mec, ou meuf, t'es sous surveillance. Il y a des gens qui peuvent contrôler. On peut accéder à la Constitution et donc on peut tous contrôler collectivement ce qui se passe. Donc ça pose cette idée aussi. Et puis, à l'origine, il y avait aussi un truc très très technique, très concret. C'est qu'au départ, j'avais l'intention de pouvoir me passer du Colissimo pour envoyer les livres. 2 livres de 300 pages, ça fait côte à côte, mis côte à côte, ça fait moins de 3 cm d'épaisseur et donc on peut les inviter. On peut les envoyer au tarif lettre. Ce qui change tout en termes de coût de... Parce qu'un des gros problèmes quand on fait des jeux de rôle et quand on les édite soi-même, qu'on les envoie soi-même, c'est les coûts des frais de port. Et en ce moment, ça ne fait qu'augmenter. Il faut savoir qu'un colis, aujourd'hui, un Colissimo, c'est 9,15 €. Un jeu Romaric Brillant, en expédié, ça coûte 9,15 €. Donc c'est cher en fait. Quand j'ai commencé, c'était 6,50 €. Voilà, pour vous dire un peu la nature de l'augmentation de trucs. Et la lettre verte, le courrier tout court, le timbre en lui-même, il a augmenté dans des proportions qui sont similaires. Donc l'idée pour réduire les coûts, c'est d'oublier le Colissimo, oublier le suivi et essayer d'envoyer les trucs en tarif lettre, parce que la plupart du temps, quand même, la Poste fait son travail et les colis arrivent en tarif lettre. Si tu as 2 livres de 300 pages, tu les mets côte à côte, tu as une lettre en fait que tu peux expédier par la Poste. Parce qu'elle fait moins de 3 cm, ça fait moins de 3 cm d'épaisseur. Mais néanmoins, en fait, tu vois, donc j'ai fait ça au cours de la création. Je me suis dit, mais en fait, je me réalise en ayant les livres sous les yeux que j'ai pas envie de les envoyer en tarif lettre. Ils vont être côte à côte, ils vont être bourrés. C'est ça. Ça va être moche, ça va s'abîmer. Vu les livres que j'ai là et vu la qualité du produit, je préfère payer un peu plus cher, mais être sûr qu'il y ait un suivi, que le livre soit envoyé en bon état, que les gens le reçoivent bien et tout. Et donc au final, tu vois, cette raison initiale de séparation du livre en deux, finalement, elle s'est perdue. Et donc il ne reste plus que les 2 arguments précédents. D'ailleurs, tu as une idée du prix? Toujours pas? Là, on est en ce moment, on est en train de réfléchir à 20 € le bouquin. Ah bon? Donc on serait très cher. Non, c'est pas très cher. Non, mais en fait, alors voilà. Alors ça, c'est intéressant, la problématique du prix. Donc, si je vends mon jeu 20 € le bouquin, ça veut dire que les 2 bouquins vont quand même coûter 40 €. Donc c'est un jeu qui coûtera quand même 40 €. Si tu y ajoutes 9,15 € de frais de port, on a atteint 49,15 €. D'accord? Donc on est à 50 balles le jeu en fait. Concrètement, l'acheteur ou l'acheteuse, quand elle achète son jeu, il faut être 50 €, quoi. 50 € pour 2 bouquins, tu vois, pour un jeu de rôle.
ça commence à être... on se situe dans la marge haute quand même des jeux de société. 50 €, c'est le prix de Vademecum sans les frais de port. Et quand on voit le matériel qu'il y a dans Vademecum, la profusion de matériel qu'il y a dans Vademecum, si je mets Trip to Sky au même prix, on voit, enfin, tu vois, ça va, comparativement parlant, ça n'a pas de sens. Donc en fait, j'ai pas vraiment le choix sur le prix des bouquins. Donc ça va être probablement autour de 20 €. L'idée, c'est qu'une fois que tu es arrivé avec tes frais de port, ça dépasse pas les 50 balles. Parce que pour moi, deux livres pour 60 €, ça fait c'est cher. dommage, quand quoi. même. Tu rognes sur Ah ben ouais, la mais marge à qu'est-ce que cause tu veux des que je te frais de dise ? port, quoi. Ouais, c'est à cause des frais de port en partie, et puis c'est aussi à cause du marché du jeu de rôle. Parce que dans le marché du jeu de rôle, je suis désolé, mais des livres A5 en noir et blanc, comme ceux que je vais vendre là, ça coûte pas 50 € quoi. Dans les boîtes d'édition normales, ils te font du tout couleur pour 30 balles ou 40 balles, parce qu'ils impriment en Chine, parce qu'ils impriment salement, comme des grosses crasses. Et qui s'en foutent complètement de savoir qui a travaillé sur leur impression, s'il y a des gens qui étaient payés 15 ou 5 € ou des enfants qui ont fait la mise en page, ils en ont rien à foutre, ces gens-là, ils ont aucune moralité. Donc tu dois aussi te comparer en fait avec des gens qui, en matière de politique d'impression, ils ont pas la même éthique que toi. Donc moi, j'essaye quand même de rester dans les prix du marché, tout en soignant mon éthique environnementale et sociale. Parce que avoir un imprimeur qui habite juste à côté de chez soi, dont on connaît les employés, là, j'aime vous dire en ce moment avec le Covid, c'est tragique. Ils perdent énormément d'activités parce qu'ils faisaient imprimer beaucoup pour les associations du coin et tout ça. Or, comme les événements culturels à Saint-Malo représentent une énorme part de leur marché et que ces événements culturels sont annulés, eh bien, ils perdent en fait des parts de marché. Ils sont à 25% de leur activité normale. Leur chiffre d'affaires a diminué de 65 à 70%. Donc, ils sont là en ce moment. C'est horrible pour eux, quoi. Donc, c'est des choses dont j'ai discuté avec eux. Moi, quand j'imprime un bouquin, je vois le bouquin être en train de se faire. Je discute avec le gars qui le fait, on échange, on se tutoie, on a des super échanges sur l'activité de son entreprise. Mes bouquins, du coup, en termes d'empreinte carbone, c'est 0, quoi. Ouais. Parce que c'est à côté de chez moi, en fait. C'est à Ouais. 2 pas. Donc voilà, c'est tout ça, en fait. Il y a une éthique aussi derrière ce choix, en fait, là. Tu vas en imprimer combien ? Là, de Trip to Sky, je pense partir sur 200 exemplaires de chaque bouquin. Donc, à savoir que le jeu est composé de 2 bouquins, donc ça va faire 400 bouquins au final. Tu vas permettre 200. d'acheter seulement le livre 1 ? Ou tu Non, feras un pack ? non. Et le livre, c'est comme Sens, Cosmo et Chaos. Tu ne pourras pas l'acheter séparément. Ok. Ouais, tu devras avoir les deux. Sinon, ça n'a pas de sens, hein, moi, je trouve. Enfin, si tu achètes le livre 1 sans le livre 2 et inversement, je vois pas comment tu peux faire pour le jouer. Ça coûte combien de faire un livre ? Quand on imprime 200, là Alors, d'après alors j'ai pas demandé le devis. J'ai pas demandé le devis pour ce livre-là, mais j'ai avec moi, c'est pour ça que j'ai pris les papiers, le devis du livre Le Maelstrom, qui est très très comparable en termes de quantité de pages et de. Il me semble le Maelstrom c'est pareil, ça doit être 300 pages. Le prix est en rapport aussi avec le nombre d'illustrations ou pas du tout ? C'est vraiment Alors, attends. en termes de quantité d'encre ? Pas sur le Maelstrom, si. Sur le Maelstrom un petit peu, parce qu'il y a en partie des royalties de Valère, puisque la couverture est illustrée par Valérie et qu'il y a des illustrations de Valérie à l'intérieur. Donc le Maelstrom, il y a 1,80 € qui part à Valérie dans le Maelstrom, je crois, un truc comme ça. Attends. 20 € sur 20. Donc attends, sur 25, ouais, je crois que c'est ça. Il doit toucher 180 € tous les 100 bouquins vendus. Imprimés, parce que Valère est payé sur les bouquins imprimés, pas sur les bouquins vendus. Donc voilà, alors pour le Maelstrom, le prix TTC était de 381,13 €. Et je sais qu'avec mon imprimeur... Pour en avoir combien ? Pour en avoir 100. Ok. Attends. Non, 50, je me trompe, 50. Pour 100, c'est donc le double. Ou autour du double, je crois. Ça va faire 7... En gros, ça va faire 7 € le coût de production du bouquin. Tu l'as vendu à 20 € ça ? Je le vends à 20 €. Ouais, 20 €. Non, 20 €. Le Maelstrom, 20 €. Ouais, c'est ça. Ouais. Je me dis, c'est le prix d'un jeu noir et... Enfin, tu vois, pour être cohérent avec mes prix actuels, c'est le prix d'un jeu, d'un bouquin A5 en noir et blanc chez Romaric Briand, c'est 20 €. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais enfin, ce qui fait un bon jeu de rôle, c'est pas s'il est en couleur, s'il est en papier glacé, s'il a une couve en dur, s'il est en A4.
Ben, je suis d'accord, mais hélas, si tu veux avoir, c'est sur la boutique, tu peux pas faire acheter. Après, si tu me dis que ça a une incidence directe et qu'effectivement tu vends Non. moins, par exemple, si tu vends Trip to Sky à 50 euros le pack et que tu vas en vendre moins, oui, alors. Bah après, il y a toujours ces mécaniques d'inflation et tout. Ouais, peut-être que le jeu, au final. Non, c'est sûr. Enfin, c'est sûr que non, il rapportera que. Ouais, il rapportera que 40 euros pour du coup 14 euros de coût de production à peu près. Ok. Oui, oui, parce qu'on a dit le prix d'un bouquin, mais il y en a 2 à faire là. Ouais. Donc ça veut dire que a priori, chaque Trip to Sky devrait coûter 14 euros. Et puis là, tu as fait le choix de Je vais retrouver le devis quand même, parce que je suis pas. de c'est pas pas très sérieux. demander les services de Valérie Neta-Young. Non, non, parce que regardez, là, j'ai C'est pas les comme moyens. avec Leval. Hein. Sur un projet comme ça, j'ai pas les moyens. Ouais. Le Maelstrom, il n'y avait aucun travail de production dessus, puisque les articles étaient déjà écrits. C'est qu'une compilation d'articles qui sont déjà écrits. Il y a un article inédit qui est le Maelstrom dedans. C'est le seul que j'ai. Donc en gros, le Maelstrom, en termes de coût de travail, ça m'a pris, on va dire, 7 jours pour écrire l'article vraiment bien présenté, ensuite les relectures, etc. Mais tu vois, quelque part, le Maelstrom, en termes de coût en termes de travail, c'est nettement moins que Sens Renaissance, quoi. Sens Renaissance, c'est 2, 3, 4, 5 ans de travail. Trip to Sky, je l'ai commencé il y a 3 ans, 3-4 ans, donc c'est 4 ans de travail. Il faut imaginer ce que c'est qu'un jeu de rôle. Donc, si je devais le vendre au prix du travail, il coûterait 120 euros le livre, enfin ça coûterait 240 euros Trip to Sky, en fait. Mais c'est ce que font... les gens qui te vendent du tout cartonné, couverture, couleur, machin, à des prix défiant toute concurrence en les faisant imprimer en Chine en 1000 exemplaires, ou 2000 ou 3000 exemplaires, parce qu'ils ont les moyens de les vendre comme ça, en fait, c'est ce qu'ils font, quoi. Parce qu'à la fin, quand tu regardes le panier moyen d'un jeu de quelqu'un qui achète du D&D, c'est 250 balles pour 3 livres, quoi. Donc eux, ils le font, mais nous, on peut pas parce qu'on n'a pas les couvertures cartonnées, couleurs, machin. Ça, pour le marché, ce serait aberrant. Le truc, en fait, si tu veux, c'est que c'est ça. C'est le problème, c'est qu'il faut être en même temps qu'on a des idéaux, faut quand même essayer d'être dans les clous du marché, parce que sinon, tu passes pour un hurluberlu, quoi. Si je commence à vendre Trip to Sky 100 euros le bouquin, les gens, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. Et ils ont raison. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Alors attends, j'essaye de retrouver en même temps le prix de 100 Maelstrom. Je vais essayer de négocier quelque chose, hein. Je vais voir avec mon imprimeur. Je vais voir comment diminuer les coûts encore. Mais je sais, et tu vois, les coûts que je t'annonce là, je vais te dire un truc. Ils vont faire bondir, j'en suis sûr, ils vont faire bondir les gens qui nous écoutent. Parce que eux, ils sont là en train de dire moi avec mon italien, moi avec mon imprimeur espagnol, moi avec mon imprimeur chinois, c'est 1,20 € à produire un livre comme ça. Et toi, Romaric, t'es con, c'est tout. T'es qu'un gros con, en fait. Tu payes 8 € ton bouquin. Non, mais je l'ai entendu, ça, je l'ai entendu. Donc voilà, ouais, je suis peut-être un gros con, mais moi, je sais qui je fais vivre, en fait, en donnant ces euros, quoi. Et je sais quelle société je promeus en donnant ces euros à ces gens-là. Et c'est ça qui compte pour moi. Parce que moi, je ne me verrais pas avoir des beaux idéaux à la cellule et puis en fait, après, dans mon entreprise, faire tout l'inverse, en fait. C'est bien, c'est cohérent au moins. Donc voilà. Mais c'est vrai, hein, peut-être que mes livres sont chers. Peut-être qu'ils sont chers. Peut-être. Mais voilà. 310 pages d'impression noire sur 80 grammes. Ouais, c'est ça. Là, j'ai retrouvé le prix... Ouais, j'ai l'impression qu'on est autour de 8 €. Oh là là, ça me fait Tu as imprimé combien de Vademecum ? Rappelle-moi, on se fait quoi, 3 ans là, maintenant ? Ça, je sais plus. Alors, Vademecum, le problème, c'est que pour trouver les chiffres, ça va être compliqué parce qu'il y a les fiches, plus les cartes, plus les livres. En gros, un Vademecum, ça coûtait 15 à 18 €, je crois, d'impression, une fois que tu as payé tout, quoi. Et ça te demandait énormément de travail, toi, de logistique. C'était horrible. Tu recevais les cartes par paquet de 100, 200. Donc tu avais 200 cartes identiques. Il fallait tout trier. Il fallait tout trier, ouais. Sans se planter. Parce que tu sais que la moindre erreur que tu fais, c'est 50 € de perdu. Parce que la personne qui va recevoir son jeu avec 4 fois la même carte, il va t'appeler, il va te dire j'ai reçu 4 fois la même carte, c'est pas normal, il manque cette carte-là, cette carte-là.
Donc tu dois renvoyer le jeu, donc tu perds 50 balles. Et si ça se trouve, le jeu que tu renvoies en plus, parce que les 4 cartes que lui il retrouve, c'est sont autant de peut-être cartes qui manquent ailleurs. Donc C'est ça. il fallait être ultra minutieux, il a fallu être ultra méthodique au moment du tri. J'avais posté des photos sur Instagram, à Ouais. l'époque j'y étais encore, sur Instagram. Et donc tu voyais la table là, devant laquelle on enregistre, qui était recouverte de cartes à perte de vue. Tout mettre dans des petits sachets, non? Il me semble que tu avais mis dans des petits J'avais mis dans des petits sachets. sachets. Ouais. Plier les écrans. Pied les écrans. Ouais. Oh, c'est horrible. Vademecum, plus jamais je referai Tu ça. te souviens pas combien t'en as vendu? Vademecum? Pour se faire une idée, Vademecum, on doit être autour de 300 exemplaires vendus, je pense. Ok. Ouais, c'est pas beaucoup par rapport à mes jeux. Mm. C'est nettement moins que le Val 1, c'est nettement moins que Sens Renaissance. Tu vois, pour un jeu complet, c'est. Mais bon, voilà, le jeu a pas plu à sa sortie. J'ai eu beaucoup de critiques négatives au départ, qu'on fait du jeu un mauvais lancement. Et puis surtout, j'ai pas pu faire de convention avec pour montrer ce qu'il avait dans le ventre, alors que pour le Val et Sens, le truc il a bourlingué en conve. Et ça joue quand même vachement. Le Val, finalement, c'est un peu ta plus belle réussite, non? En termes de. Commercialement, ouais. Ouais, Ouais, je suis à 1000 exemplaires. Puis c'est un jeu en fait qui est pas un jeu de rôle, hein, c'est un jeu de société. Donc là, le public aussi qui est touché est beaucoup plus large. L'investissement en temps et en énergie est nettement moindre. Donc du coup, évidemment, le jeu est plus populaire. Donc ouais. Mais bon, Sens Renaissance le talonne, hein, il est pas loin derrière. Hein. On doit être autour de 800 ou 900. À l'époque, tu avais fait la promo du Val sur Trick Track, je crois. Ouais, j'avais fait la promo du Ouais, Val sur Trick ça Track. lui Ça avait aidait apporté aussi. beaucoup de monde, Ah pas ouais mal de gens passionnés. En fait, c'est grâce à Trick Track que finalement, il y a des gens aussi qui se sont intéressés au jeu, au Val, comme œuvre, jeu de société codable sur ordinateur, dont on pouvait éventuellement faire une appli informatique. Qui est toujours pas sorti. Le jeu sur ordinateur, non, Ouais. il est toujours pas sorti. Qui est en cours, mais. Il est en cours de production, mais en fait, le truc, c'est que le principal développeur du jeu, maintenant, le principal développeur a changé, c'est un peu Michel qui s'y colle, mais à l'époque, c'était Darky, et Darky, en ce moment, vu qu'il vient d'avoir une petite fille, il est occupé à d'autres choses que de développer le jeu. Mais il faut savoir que sur le Val, je ne suis pas développeur du jeu. Surtout, je ne suis qu'auteur en fait sur le Val. C'est Darky qui va vendre le Val, c'est pas à moi. Ce sera pas une Romaric Brillant production. Il sera pas vendu sur ma. Peut-être qu'il sera vendu sur ma boutique indirectement, mais c'est Darky en fait. Tu parles de l'application? C'est Darky le chef de projet. Tu parles de l'application? Ah non, l'application du Val, c'est Siol qui l'a oui, produit d'accord. de façon gratuite et qui l'a développé sur Android. Ah oui, toi Mais tu c'est en tout cas, voilà. Disons simplement que c'est le passage à Trick Track qui a fait que des gens du monde du jeu vidéo se sont intéressés au Val, ont développé des choses pour le Val. Et en fait, dans le fond, c'est un peu ça qui a lancé le Val. C'est que des gens du monde du jeu vidéo se sont intéressés au J'ai Val. une question. Trick Track, tu as dû payer pour y passer? À l'époque, non. À l'époque, pas encore? Non, à l'époque, pas encore. Je suis arrivé juste avant qu'ils changent et qu'ils réforment le système. Maintenant, tu payes pas, mais il y a une espèce de système d'enchères avec des points que tu dois acheter sur le site. Enfin, je te dis ça fait des années que je les ai pas recontactés. Hein. Donc, donc à l'époque, je me souviens que je m'étais renseigné pour Vademecum pour aller leur présenter Vademecum et qu'à l'époque, il m'avait expliqué le système, mais j'avais trouvé que ça privilégiait davantage le gros éditeur qui avait les moyens en fait d'acheter son horaire de passage grâce à ses enchères. Et je sais pas, j'avais pas trop envie de concourir dans cette compétition-là. Et donc du coup, autant il m'aurait dit bah voilà, viens nous présenter ton jeu et tout, comme ça avait été le cas avec Monsieur Fall la première fois, j'aurais accepté mais avec grand plaisir. Autant là, faire l'enchère et tout, j'ai été intimidé par le dispositif en fait. Ouais, t'as l'air un petit peu intimidé aussi, même dans les podcasts, dans l'émission Trick Track, t'as l'air un petit peu stressé au début sur la première. Bah, tu sais que tu. Bah, en fait, ce qui est compliqué, c'est que tu sais que tu t'adresses à un public qui est extrêmement nombreux. Et surtout, tu t'adresses à quelqu'un qui est Monsieur Fall, qui est très particulier en termes de discussion. Ouais. C'est pas évident, quoi. Parce que. Comment dire moi, je comprends pas les goûts de Monsieur Fall. Ni en termes de jeu de rôle, ni en termes de jeu de société. Donc je sais jamais trop si, par exemple, à un moment donné, il dit ah, tu ferais pas un peu du jeu de rôle, tu vois, comme ça, genre, tu sais pas, en fait, à l'époque, je le connaissais pas. Aujourd'hui, je le connais un petit peu mieux, mais à l'époque, je le connaissais pas. Je savais pas si c'était du lard ou du cochon, tu vois. Et donc c'est il m'a beaucoup déstabilisé aussi à ce moment-là, parce que je me disais mais attends, est-ce qu'il se moque de moi? Il y a un moment donné, il retourne la couverture du Val et il commence à le citer, genre c'est un peu grandiloquent ça, tu vois, c'est un peu genre t'es un peu un branle-couille ou quoi? Enfin tu branles du manche ou pas?
Et puis je sais qu'aussi. Il est pote avec Croc, ouais. Ouais. Donc je savais pas en fait, tu vois, je savais pas à qui j'avais affaire. Est-ce qu'il était là pour me démolir? Est-ce qu'il avait aimé le jeu ou pas? Alors qu'en fait, pas du tout. Monsieur Fall, il est vraiment, on va dire, totalement objectif. Ce qu'il voulait faire avec Trick Track, c'était une espèce d'encyclopédie des jeux qu'il avait chez lui au départ. Puis ça a gonflé, c'est devenu le monstre qu'on connaît aujourd'hui. Mais il n'avait pas du tout les préjugés que je lui prêtais au moment où la vidéo est enregistrée. Mais tu sais pas, en fait, en même temps que tu es en train de t'adresser à 1000, 2000, 3000 personnes, tu te retrouves aussi confronté pour la première fois à quelqu'un que tu connais pas. Donc il y a à la fois la rencontre avec une personne, un personnage, parce que c'est pas qu'une personne, Monsieur Fall, c'est aussi un personnage. C'est ça qui est compliqué. Et en même temps, tu t'adresses à un public nombreux. Donc oui, tu imagines que le stress, il est grand, quoi. Il facilite pas vraiment, tu vois, il facilite pas vraiment le dialogue avec un petit éditeur comme moi, tu vois. Mais il y a des gens qui le trouvent super cool. Moi aussi, enfin, je dirais, sa présentation me dérange pas, mais elle m'avait intimidé ce jour-là. Et en parlant du coup de grande écoute, t'es passé sur Spotify, enfin en plus de YouTube et du site La Cellule. T'es passé sur Spotify il y a 2 ans, je crois. Si tu le dis, ouais. Je sais plus. C'est toi qui t'en occupes, non? Darky C'est qui s'en Darky. occupe. Ah, du coup, t'as pas tu sais pas exactement si ça a boosté tes écoutes. Quelles sont les conséquences de passer sur Spotify? Franchement, on sait pas. Franchement, moi j'ai pas de Tu dois chiffres. payer quelque chose pour passer sur Spotify? Je sais pas. Tu sais pas. Ouais, là, il faudrait demander à Darky. Là, tu parles de l'aspect technique en fait du blog de La Cellule et Darky tout ça. s'occupe de tout, même le site de La Cellule. Darky, il a un rôle extrêmement important à la Cellule. Il a co-dirige quasiment avec Flavie et moi. Il fait tout ce qui est technique et tout. Il va clamser. Pourquoi il Ça va, Antoine? va aller de travers. En fait, donc Darky, ouais, il a un rôle hyper important à la Cellule. C'est lui qui s'occupe de toute la gestion des sites internet, de la disponibilité des podcasts à droite à gauche. C'est lui qui fait l'ergonomie des sites pour qu'ils correspondent à tel ou tel support. Enfin voilà. Et donc à tout moment, on peut le contacter pour lui dire tiens, on a un problème avec un commentaire ici. On ne sait pas comment par exemple le supprimer parce que c'est du spam. C'est Darky qui s'occupe de faire tout quoi. Alors lui, il dit ça me prend 5 minutes, mais je pense que ça lui a pris des années à apprendre à faire ça en 5 minutes. Et donc du coup, parce qu'il fait ça par passion, enfin pour t'aider, c'est ton pote quoi. Il fait ça pour m'aider. Alors après, il a été rémunéré sur tous les sites qu'il a créés et tout ça. Il a été rémunéré. C'est lui qui a fait le site Sens Exalogie, enfin de promo pour Exactement, Sens, ouais, tout à fait. Mais bon, il a été rémunéré. J'ai dû le payer 450 €, je crois, pour le site. Donc tu vois, par rapport à un graphiste normal, il ne prend pas 450 € pour faire un site comme ça coûte beaucoup beaucoup plus cher. Il m'a vraiment fait un prix d'ami, évidemment. Et après en fait, de fil en aiguille, on a commencé à avoir des relations plus naturelles. Effectivement, maintenant en fait, on est plus proche aussi et donc on n'a plus d'échanges monétaires. Mais de temps en temps, il y a des biens en nature qui sont échangés avec Darky pour rémunérer le travail qu'il fait sur le site, parce que moi, je me sens mal. C'est quoi? C'est un week-end à la Barreau, des vacances je sais pas, là tu commences à poser des questions qui... Joker. On rentre dans l'intimité un peu. mais voilà. Est-ce que c'est lui qui t'a mis en relation avec Valérie Netayong, Pas du comme tout. il a fait le site et Valérie Netayong, c'est un pote de collège et de lycée. Ah ok, d'accord. Voilà, Okay. donc c'est un pote de collège et de lycée qui a fait du street art, qui fait de la musique, qui fait plein de choses, qui fait du design de plein de trucs en fait, pas uniquement de l'illustration. Et quand j'ai vu son style en fait, street art et ce qu'il faisait en termes de SF et de composition un peu what the fuck, post-apocalyptique, what the fuck et compagnie, j'ai dit mais en fait, il faut que je t'explique ce que c'est que mon jeu et que tu essayes de faire des illustrations pour le jeu, et ça a tout de suite matché. Bon, le résultat est ce qu'il est, vous voyez bien quoi. C'est absolument prodigieux quoi. Le travail de Valérie, inestimable. Bah oui. Sur Sens, enfin pour Sens par exemple, le succès de Sens sur Internet est en grande partie lié aux magnifiques illustrations de Valérie Netayong. Ouais. C'est vrai que ça attire. Et puis ce qui attire aussi, c'est ta vidéo de présentation, La Guerre des Immortels, avec la voix de Benoît Alman. C'est un trick ça. Bah, c'est une voix quand même marquante, surtout pour ceux qui sont nés dans les années 80, je pense, hein, et puis ceux qui ont joué à certains jeux vidéo aussi. Benoît Alman et plein d'autres, hein, mais
Comment tu l'as rencontré? Comment tu as eu l'idée? Comment tu peux avoir le déclic de dire tiens, je vais demander à Benoît Alman? Ben, c'est très simple. En fait, moi, je suis fan, et d'ailleurs, Sens s'en ressent, et beaucoup le Romaric univers s'en ressent. Et je suis fan d'une saga de jeux vidéo qui s'appelle Legacy of Kain. Et moi, à la base, en fait, j'adore notamment la traduction française de Legacy of Kain. Et il faut le dire. C'est de très bonne qualité. Exactement. Mais c'est comme les Chevaliers du Zodiac, en fait. La grande qualité d'écriture de Legacy of Kain est aussi liée à la régionalisation du jeu. C'est-à-dire que ce sont les Français qui l'ont traduit, qui ont fait un travail extraordinaire. Et de la même manière pour les Chevaliers du Zodiac, d'ailleurs, quand on le voit en version japonaise, sous-titré le plus fidèlement possible en français ou en anglais, on se rend compte que les Français, dans leur choix de texte, de doublage, dans le fait d'interpréter le mot saint, sainto, comme chevalier, ont rendu chevaleresque des personnages qui, à l'origine, ne l'étaient pas forcément, et qui, du coup, ont apporté en fait quelque chose de très très riche à des univers. Donc la régionalisation, à cette époque-là, avait son mot à dire sur la fiction proposée. Et donc, que ce soit pour les Chevaliers du Zodiac ou pour Legacy of Kain, moi, j'étais fan de la régionalisation de ces deux œuvres. Et la régionalisation de Legacy of Kain s'est fait par le travail d'une boîte de production qui engageait Bernard Lano, donc le doubleur de Raziel, qu'on connaît comme doubleur de Kevin Costner. Ouais. Et le deuxième qui est évidemment le doubleur de Morgan Freeman, Benoît Alman. Et donc moi, dans ma tête, pour moi, le Sens a toujours été écrit, et notamment Sens Néant, a toujours été écrit dans l'esprit des textes français de Legacy of Kain. Quand on lit en fait, et d'ailleurs, et tout le monde, en fait, Sens Néant, c'est dans ta tête Sens Néant. À partir de Sens Néant, oui, exactement. Et donc, donc la Guerre des Immortels est produite au moment où l'écriture de Sens Néant était en cours. 2013. Donc 2012, si on prend l'écriture du Val et si on prend l'écriture de Sens Chaos, et même si on prend l'écriture de certains passages de Trip to Sky, on se rendra compte que si on le lit avec la voix de Benoît Alman, on se retrouve quasiment avec des textes qui se ressemblent énormément à des textes de Legacy of Kain. J'en reprends même certaines formulations, certaines tournures de phrases, etc. Donc pour moi, en fait, c'était évident que la personne qui narrait Sens, c'était Benoît Alman. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire. Donc, et c'est très simple, j'ai tapé Benoît Alman sur Internet, j'ai vu qu'il avait des agents, un numéro de téléphone personnel et un mail sur lequel le contacter. Et donc, je l'ai appelé. Je l'ai eu au téléphone. Donc là, c'est très impressionnant parce que T'as Benoît Alman au quand t'appelles téléphone, Benoît Alman, Ah ouais, ça doit faire mais bizarre. il a pas la voix de Kain. D'accord. ok. On va y revenir dans les anecdotes à ce sujet. Il n'a pas la voix de Kain. Il a la voix qu'il a quand il double notamment des documentaires sur l'espace ou quoi. Il y a des documentaires que vous pouvez retrouver avec la voix de Benoît Alman. Il y a plein de documentaires qui ont utilisé la voix de Benoît Alman. Et donc quand il te répond au téléphone, il a cette voix-là plus que celle de Kain. Et donc du coup, je l'ai appelé, je lui dis ben voilà, j'ai ce projet, donc de faire une vidéo qui présente un univers et tout. Il fait oui, mais enfin attendez, il y a quand même beaucoup de gens qui me contactent pour ça. Il y a plein de projets d'étudiants, plein de choses. Enfin donc voilà, sur le coup, ça avait pas l'air d'intéresser. Je dis bon mais envoyez-moi quand même le texte quand même et tout. Je vais voir ce que j'en pense. Et en fait c'est quand il a reçu le texte. Il a fait non mais en fait ouais c'est très bien ça. Il m'a dit ça j'étais vraiment honoré parce que quand il m'a recontacté, du coup c'est lui qui m'a recontacté. Il m'a dit non mais le texte en fait là je vais le faire. Il est vraiment bien écrit, ça vaut vraiment le coup. Et il l'a amélioré encore. Hein. Il faut savoir que Benoît Alman a encore amélioré le texte. Il a supprimé certains passages qui lui semblaient, on en a discuté ensemble. Il a supprimé certains passages qui lui semblaient redondants. Oui, parce qu'il y a une différence entre La Guerre des Immortels, la vidéo sur YouTube, et puis le texte qui est dans Sens Renaissance. Qui a été fait bien plus tôt. Attends, on parle pas du texte de Sens Renaissance là. Je vais pas envoyer le texte de Sens Renaissance. Hein. Ouais, je vais bien envoyer sûr. le texte que j'avais écrit spécifiquement pour Benoît Alman. D'accord. J'avais- Oui, j'avais- c'est passé j'avais ce plusieurs projet. années en plus depuis. Voilà, exactement. Et donc du coup, pour moi en fait, il semblait évident qu'il fallait que ce soit un acteur qui lise le texte parce que j'avais vu plein de vidéos de rôlistes où c'était l'auteur du jeu ou un joueur de jeu de rôle qui lisait le texte. Et non, on n'est pas acteur en fait. Un joueur de jeu de rôle, un auteur de jeu de rôle, il n'est pas acteur en vérité. C'est moche. Enfin, c'était souvent un peu, c'était Malaise TV un peu ce que je voyais. Je dis non, il faut à tout prix que ce soit un vrai acteur qui le fasse parce que c'est pas possible. Quoi. Ça Tu va veux pas- dire que acteur ou doubleur, c'est un vrai métier c'est finalement. un putain de métier, c'est un métier de comédien Ouais, en c'est fait en intéressant. réalité. D'ailleurs, le doubleur de Seyard, Éric Legrand, s'est battu pendant des années pour faire reconnaître le mot, pour faire disparaître le mot doubleur et faire imposer le mot comédien de doublage. Et donc on s'est beaucoup moqué
de lui à cause de ça. Et à mon avis, il avait raison. Il faut insister là-dessus. Les doubleurs, les comédiens du coup de doublage des Chevaliers du Zodiac ou de Legacy of Kain, c'est vraiment des comédiens incroyables. Je veux dire, ils t'emmènent. Aujourd'hui, ils ont acquis leur lettre de noblesse. Je veux Aujourd'hui, dire, en 2021. regardez encore aujourd'hui les Chevaliers du Zodiac. Quand j'ai regardé avec mon fils récemment, les textes sont extrêmement beaux. On n'imagine pas. En français, voilà quoi. Quand Poséidon dit à Athéna, on m'avait conté votre beauté, je sais plus comment, en des termes plus que flatteurs, mais la réalité dépasse mes plus folles espérances. Vous vous doutez bien que c'est pas ça que Poséidon dit en japonais. Alors certes, il doit avoir une expression japonaise, mais enfin voilà, c'est-à-dire il y a des textes incroyables dans les Chevaliers du Zodiac. Je vous invite vraiment, parce que souvent on balaie la série en disant oui, les Chevaliers du Zodiac, c'est long, ça avance pas, gna gna. Mais on s'en fout. Écoutez les textes, écoutez-les parler, écoutez comme ils se parlent, écoutez la beauté, le français, juste le niveau linguistique, le français, et comparez-le à Star Wars 9. Vous allez voir la différence. Et là, vous allez pleurer. Parce qu'en vrai, dans les Chevaliers du Zodiac, on peut dire ce qu'on veut de la narration. Oui, c'est lent. Oui, c'est pas féministe du tout. Les femmes ont une position vraiment de dominée ou de femme sacrée qui est intolérable. Il y a plein de problèmes dans les Chevaliers du Zodiac. Mais il y a un problème qu'il n'y a pas, c'est les textes. Les textes sont magnifiques. C'est merveilleusement bien écrit. Et les musiques. Et les musiques sont superbes, les musiques de Seiji Yokoyama. Mais donc, toujours est-il que, voilà, pour moi, c'était évident qu'il fallait que ce soit un comédien de doublage qui le fasse. Et en fait, il a été charmé par le texte. Moi, je pense que c'est vraiment le texte qui a plaidé en ma faveur. En fait, c'était le texte qui a été l'ambassadeur de. Et à tel point que, voilà, quoi, je lui ai dit, mais combien ça va coûter et tout. Il me dit, et là, il m'a dit 400 balles. D'accord. Voilà, mais vraiment parce que le texte lui plaisait. D'ailleurs, je sais même pas, je me demande même si je devrais le dire dans les micros, parce que en vrai, je pense que c'est pas le prix qui ferait. En vrai, il a choisi, il a aimé le texte. Voilà, Oui. il a. Je pense peut-être qu'il pas le même prix. Toi, tu l'as vécu aujourd'hui, comme un mais, cadeau, mais Moi, je peut-être l'ai que vécu c'était le vraiment prix. comme un cadeau. Il m'a dit c'était vraiment un détail. On saura jamais. On saura jamais. Ah, Mais moi, je l'ai peut-être vécu qu'aujourd'hui. vraiment. Et alors, Alex- attendez, parce qu'il faut. Attends, Alex, pardon, il y a une t'avais petite une- question. non, c'était juste pour. C'est assez drôle parce qu'on en parlait hier dans un autre podcast sur Dieu, sur la place de Dieu dans Sens. Et Morgan Freeman est quand même connu, enfin, Benoît un Alman, rôle de- pour les rôles de Dieu qu'il a fait. Et on dit souvent que si Dieu devait avoir une voix, ce serait la voix de Morgan Freeman. Quoi. Ah ouais, on dit ça souvent. Oui, oui. Dans Legacy of Kain, celui Alors, qui et joue toi, Dieu, toi, c'est tu pas... pensais surtout à Legacy of Kain et tu pensais pas forcément au film où Non. Morgan Freeman pourrait jouer Dieu, quoi. Non, C'est pas ça du qui tout, est- pas qui du est tout. marrant. J'avais pas pensé à ça. Comment il s'appelle dans Legacy of Kain, une espèce de globe Dieu Le dieu des vampires. Ouais, il a la le voix dieu des pieds. qui ressemble. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Benoît Alman qui modifiait sa voix, mais en fait, je crois que c'est un autre Non, c'est acteur. vraiment un autre doubleur. Ouais, Ok. c'est un autre doubleur, c'est un autre comédien. Ok. Ce n'est pas Benoît Alman. Ce n'est pas Benoît Alman. Enfin, si, dans le premier. Alors, attends. Dans le premier, oui, effectivement, je me rappelle maintenant que si. Dans le premier Legacy. Pardon. Soul River. Oui, dans Soul Dans River, le je veux premier dire. Soul River avec Raziel, effectivement, le dieu des vampires est doublé par Benoît Alman qui modifie sa voix. C'est D'accord, un fait, donc voilà. Antoine, tu as raison. Mais par contre, dans la suite de la saga, C'est plus il y a un nouveau comédien qui arrive et qui va c'est le ce qui doubler. me semblait, ouais. Ouais. Mais effectivement, tu as raison. Dans le premier Je vous opus. invite auditeurs et même les joueurs autour de la table à jouer à ce jeu, hein, parce que il y a Ouais, même des un peu croix de vieux. sens dans Soul River. C'est un peu vieux maintenant. C'est un petit peu vieux maintenant. Le C'est ouais, sur le quelle gameplay un console petit peu vieilli. C'est sur quelle console PlayStation, PlayStation tu joues en 1 émulateur, et moi 2. ce que j'ai fait il y a 3-4 ans. PlayStation 1 et 2. Ça va trop vieilli, ça va, c'est cool. Bah, pour nous, notre génération, non, tu vois. Un gamin de 12 ans, ça Oui, l'intéresserait bien pas. sûr. Mais il c'est faut- bien plus complexe que ce qu'on Ouais, croit. ouais, Le ouais. scénario, Ouais, c'est le scénario, du lourd. il est très très complexe. Hein. Et C'est du voyage dans le temps. très intéressant. Voilà, très intéressant. Avec des problématiques, notamment sur les choix L'ombre binaires. monde. On retrouve beaucoup des thématiques de sens dans l'ombre monde, effectivement. Il y a plein de thématiques de sens qui se retrouvent déjà dans Legacy of Kain. La thématique du destin, la thématique de comment on sort en fait de la roue du destin. Puis avec les doubleurs, c'est un plaisir, quoi. Ah, c'est un C'est vrai du plaisir. miel pour les oreilles. C'est un vrai plaisir. Donc ça à faire en français. Et Ah bah ça ouais, fait ouais, en ce que je français. comprends. Ouais, non, Ok. pour moi. Et donc, du coup, rapidement pour l'anecdote, quand il m'envoie la première version, il en donne un doublage qui est celui d'un documentaire télévisé. Ok. Et je lui dis non, ça le fait pas du tout et tout. Moi, pour moi, votre voix, c'est la voix de Kane dans Legacy of Kain et tout. Et donc là, il me fait au téléphone. Tu oses lui dire. Ouais, je lui ai dit, ouais, non, c'est pas bon. il a faut dû le refaire. dire qui
Ouais, Non. non, pas du Non, tout. il est Il censé- dit ah oui, Kane, j'avais bien aimé ce personnage très profond, très. Oui, alors il a une voix comme ça. Et là, il commence à faire un truc. Et je fais oui, c'est ça. Au je dois, téléphone. c'est ça. Et donc c'était excellent. Il fait ok, d'accord, bon, allez, je vais le refaire. Donc en plus, il l'a refait, tu vois. Oh. Ah, waouh. Donc ça a été, tu vois, il aurait pu me dire bon, écoutez, je vous ai envoyé une première version, je m'arrête là, quoi. Non, il a vraiment voulu le faire bien et tout. Et Il le l'a fait en résultat- 2 temps parce que La Guerre des Il a- Immortels, il y il a a fait- 2 vidéos. Non, il Et l'a on- fait en tout d'un coup, en fait. D'accord. Nous, on a mis 2 ans à publier la deuxième vidéo, 4 ans, je sais plus, à Ouais. faire la deuxième Oui, on vidéo. voit vraiment il y a une différence de. De level artistique pour Valère parce qu'il a entre temps il a Ouais, j'aurais plus dit la résolution de la vidéo, mais. ah bah oui Ah oui, tout à d'accord. fait, il y en a une qui est en 4 tiers et l'autre qui est en 16 neuvième. Non mais Ouais, tout à fait, non, t'as raison, il y en a une qui est en 4 Et quel tiers boulot une en 16 pour neuvième. Valérie. Mais Valérie, c'était incroyable. Cette vidéo, elle est incroyable, hein, franchement. J'ai une question un peu toute bête, mais du coup, par rapport à cette voix qui t'a donnée pour Sens, toi, tu peux l'utiliser comment? C'est une question presque de droit, tu vois, mais Je ne l'utilise que dans le cadre de la Guerre des Immortels qui est le cadre dans lequel on a discuté de l'utiliser, enfin voilà. D'accord, Voilà, tu c'est pourrais pas la limité. réutiliser aujourd'hui, la rééditer Je pense pas sans son accord ou l'accord de ses héritiers. Voilà. Mais j'ai pas de compte. C'est vrai que maintenant que tu le dis, il y a T'as pas pas de contrat. j'ai pas de lié, con- on n'a pas fait, on n'a pas eu un de engagement contrat écrit, donc contractuel tu pourrais avec. très bien reprendre sa Nolman. voix, la modifier, prendre des mots, refaire un... Ouais, mais évidemment, Mais bon, par que respect tu ne pour son feras pas, travail, bien je sûr, ne le ferai mais- pas et voilà parce que je. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'engagement contractuel, si ce n'est des mails. En fait, peut-être que les mails suffisent. Oui, ça compte, oui, je pense Faudrait que que je ça compte. regarde l'échange mail qu'on a eu. Ça se trouve, en fait, on a fait un contrat tacite sans. Oui, Donc attention à ça, hein, parce que les mails, du point de vue juridique, tiennent lieu de preuve si litige devait y avoir. On C'est parlait de super. musique de Senseiya et musique de Legacy of Kain. Ouais. Et justement, dans Trip to Sky, cette fois, tu dédies 5 à 6 pages, je crois, sur les musiques, voire plus, je crois, hein, je sais plus. Ça m'a été reproché dans Vademecum, quand Antoine Morgenthaler arrive à la cellule pour expliquer, parce que lui, Antoine Morgenthaler a adoré Vademecum, et quand il arrive à la cellule pour expliquer une des raisons qui fait que les gens n'ont pas compris le jeu, il dit il n'y avait pas suffisamment d'explications sur comment utiliser les musiques du jeu. Alors certes, elles étaient dans le corps du jeu et elles illustraient, elles étaient sous les titres, mais on n'expliquait pas comment s'en servir. Ça te fait bondir, toi, Alex, j'ai l'impression. non, mais bon, ça me paraît une explication tellement minime par rapport au fait de ne pas avoir aimé le jeu. Si quelqu'un n'a pas aimé le jeu parce qu'on lui a pas dit exactement quelle musique jouer à quel moment. Ah, et c'est plus important que tu ne le penses, en réalité. Ouais. Ah ouais, c'est très important. Il aurait mieux valu que tu dises rien, c'est ça peut-être. Ben, Comme- certains me le disent, ouais. Certains me... ça, Ouais. ça, ouais. Et c'est vrai que dans pas mal de jeux de rôle, il y a plusieurs pages dédiées à voici les CD que vous pouvez passer à tel moment, etc. Mais Oh, c'est assez C'est- rare hein, c'est- dans les jeux quand même. oh, les mais jeux de même, rôle, même dans les romans, maintenant. Ouais, de Maxime Chatham, quoi. Et de. Oui, parce que Maxime Chatham, Tilliès, c'est quoi. un joueur de jeux de rôle, donc Voilà. c'est pour ça. Ça, c'est peu de monde quand même. Ouais. Mais ça, c'est sympa en tout cas d'avoir ça. Mais Mais lui, lui, c'est mais plus les les musiques qui l'ont a inspiré. écouté pendant qu'il a écrit. Et justement, Oui, je viens à ça. Du coup, tu donnes tes inspirations, ce que tu as écouté en écrivant. Ah, pas du Trip to tout. Sky. Non, moi, je n'écoute pas de musique en écrit. Ah bah voilà, c'était ma question. Ouais. Est-ce que Ah, tu c'est vrai, avais surtout écrit, pas. t'écris pas en Alors, écoutant de la musique j'ai fait ça pendant des années. Il y a eu un moment où je l'ai fait. Avec Par exemple, quoi, par Sens exemple Renaissance, par exemple, j'ai écouté. Et en fait, je me suis rendu compte que ça nuisait à l'écriture. Ok. Pour moi, en fait, souvent, on écrit un texte, on pense qu'il est cool, et en fait, c'est la musique qui est cool, c'est pas notre texte. Mhm. Et donc, à mon avis, il vaut mieux écouter une musique, puis écrire, et voir si on retrouve de la musique qu'on a écoutée précédemment dans le texte. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité d'écrire en texte, c'est de mettre une musique assez répétitive et de la laisser en boucle vraiment en permanence de façon à l'oublier complètement. Et là, à ce moment-là, de pouvoir... là, c'est vraiment c'est quasiment... Là, on entre quasiment dans de la méditation. quelque Oui, chose oui, comme c'est ça. une sorte de C'est mantra que tu encore, voilà, réécoutes c'est en boucle encore- pour te concentrer sur ton texte. De Voilà, exactement, c'est ça. toute façon, Donc des ça- fois, quand on écrit, on se dit tiens, je vais mettre telle musique derrière, ça va m'inspirer. Et quand on est vraiment inspiré, on l'écoute plus la musique. Il pourrait ne plus en avoir et on est dedans et Exactement, elle se ouais. perd. Moi, maintenant, je n'écris plus du tout en musique. Une des raisons aussi, c'est parce que j'ai laissé... c'est le texte qui doit être à lui-même sa propre musique quand tu veux faire un beau texte. Et puis, il y a aussi un autre élément qui est quand même important, c'est qu'il y a quand même 50 à 65% des choses que j'écris qui sont des règles. Et elles n'ont pas pour objectif d'être belles.
si ce n'est dans la partie ou dans les maelstroms qu'elles engendrent, mais elles ont pour objectif d'être claires. Et la musique, à ce moment-là, est peut-être un frein. Donc la musique, pour moi, est un art à part entière qui ne saurait s'utiliser pour céder à l'écriture ou se parfaire son écriture. C'est une illusion et moi, je critique assez souvent les gens qui le font. Après, je sais par exemple qu'il y a des gens comme Thomas Munier, je crois, qui doit écrire en musique. Ouais, il a même il a fait un livre entier sur les musiques à utiliser dans ses jeux. Il y a l'autrice des 3 contes à Europeans aussi, là, qui écrit en musique, avec qui j'avais pu échanger à ce sujet. Maxime Chatham, je sais pas. Si vous le dites. Mais je sais que ça se fait beaucoup, tu vois. Je critique pas les gens qui le font, encore une fois, parce qu'on va encore... Te retomber dessus, mais t'inquiète. Mais là, on parle de musique à écouter, mais il y a une musicalité dans Trip to Sky sur les mots. Ah, pardon, et je reviens à toi, Aurel. Je fais la petite transition. La musicalité des noms. Attends, parce que si on parle de musique, t'as peut-être un truc sur la musique. Non, parce que c'est drôle ce que tu disais, mais Antoine, il écrit. Toi, t'écris beaucoup en musique. Ouais, mais j'écris pas des livres. T'écris pas des livres, bien sûr. J'écris des audios, et les musiques seront dans ces audios. Des histoires. D'ailleurs, souvent, les musiques qui m'inspirent seront les musiques qui rajouteront de la cohérence à. Faut que je la trouve. La cohérence. Enfin, souvent, c'est une inspiration. Imaginez que les livres qu'on écrit ne vont pas être lus par des gens qui écoutent les mêmes musiques que nous. Voilà, oui, moi j'imagine la même. Enfin, je mets la même musique, donc a priori, ça donne le même résultat. Donc tu voulais parler de la musicalité des mots. Ouais, et du coup, tu as choisi dans Trip to Sky il y a un melting pot de plusieurs langues. Il n'y a pas que le hongrois, que le grec et le livre est écrit en français. Hein. Oui, pardon, je parle des comme noms des tu le protagonistes. Ouais. Pourquoi tu as choisi de faire ça, d'intégrer il y a un petit jeu de pistes aussi avec les noms, si on s'amuse à traduire le nom de tous les PNJ. Une raison, c'est que je trouvais que c'était une façon très très élégante de générer des personnages non joueurs. Un élément essentiel de ça, c'est que la plupart des gens, quand ils interrogent un personnage, ils leur demandent leur nom. Si le MJ est incapable de trouver un nom dans les minutes qui suivent, ils estiment que le PNJ n'est pas important. C'est très très juste. Qu'il n'a pas été écrit. Et donc du coup, il faut trouver une méthode de génération des noms qui donne l'impression aux joueurs que chaque nom est important. Et effectivement, dans Trip to Sky, franchement, c'est impossible pour un meneur de jeu de dire quel personnage va être important et quel personnage ne sera pas important. On peut être très étonné dans Trip to Sky, on va passer des heures à écrire un personnage qui ne va pas du tout intéresser les joueurs et au final, ils vont rien en avoir à foutre de ton UGS de merde. Par contre, ils vont s'intéresser à fond à Tatali, la petite Vigie du fond du port du Havre, de machin, de trucs, parce que d'un coup, elle devient... et donc, on ne sait jamais. Et quand on ne sait jamais, plutôt que d'improviser un nom à l'arrache, n'importe comment, en 30 secondes, il faut, à mon avis, une méthode de génération de noms classe. De noms. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais quel personnage va intéresser quelqu'un. Et c'est vrai que nous, en tant que joueurs, on l'a fait pour nos personnages, mais pour tous les autres personnages, pour notre background, pour nos parents, nos amis, voilà. La moindre personne sur l'équipage. Alors comment est-ce qu'on dit voile en hongrois C'est arrivé même que ce soit vous qui... Enfin, je vous laisse l'opportunité de choisir le prénom d'un PNJ que vous rencontrez. Ah oui, je crois qu'on l'a fait à chaque fois. Hein. Ce qui peut donner un peu d'importance à ce PNJ, un peu plus que si je donnais un nom. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je de vous choisir le nom des PNJ. Ça fait de la création, c'est pour moi, ça fait penser à Sens Néant, quoi. Parce qu'en Sens Néant, chaque nom de Jacques Myriadien, c'est lui, c'est ce qu'il représente, c'est son mantis, c'est. Alors, je sais pas s'il y a d'autres personnes que moi qui faisaient ça, utilisaient Google Trad pour créer des noms en aléatoire. Donc que ce soit effectivement, donc on peut expliquer. Donc pour la cise, on va utiliser le grec. Pour le penséen, pour les penséens, les penséennes, la pensée, on va utiliser le nom penséen. On va utiliser l'arabe, l'arménien, le mongol, ça marche très très bien aussi. Effectivement, enfin des langues eurasiatiques, etc. Et le son.
ou arabe, et pour le son, ça va être les hongrois. Pourquoi le hongrois d'ailleurs? Parce que en tant que fan de Mozart et de toute la période classique, pour moi, Vienne, c'est le cœur de la musique, et c'est bien la capitale de la Hongrie ou de l'Autriche. Non, c'est Autriche. Pardon, excusez-moi. Je reste en Allemagne nazie, moi. Ça fait. Pour moi, tout ça, c'est la Ah oui, même d'accord. chose. C'est l'Empire On n'a pas les mêmes cartes. Ils sont démodés, les À L'Empire la base, c'est austro-hongrois. l'Empire austro-hongrois. Voilà, il me semblait parce que non, en fait, mais- j'ai Oui, choisi voilà. j'ai choisi C'est quand cette même la même langue-là culture, hein. parce que ça, exactement, parce que c'était la langue qui était. J'ai fait une recherche quand même là-dessus, et donc peut-être aujourd'hui, ce n'est plus la capitale. Ah, c'était la effectivement. langue usitée. Je suis désolé, Le hongrois. mes lacunes en géographie me trahissent, mais en tout cas, voilà, je pense que En Autriche, on parlait le voilà, hongrois. j'ai dû faire une recherche là-dessus et Ouais, voir. parce que moi c'était- j'ai recherché, puis je suis allé voir Aurel, j'ai dit mais des compositeurs hongrois, Il y bon en ok a, ça a mais rayonné peut-être, c'est mais il y vrai en a pas. Il y a Ouais, quoi? il Il y y a Des très connus qu'on retient aujourd'hui et qui resteront dans 50 ans, oui, ça se compte sur les doigts de la main. Quoi. Ça se compte sur les doigts de la main. Ouais. Non, mais ce Mais qui est voilà, c'est intéressant, pour ça que j'avais fait cette. ce D'accord, choix. ok. mais ce qui est intéressant avec, avec le hongrois, alors je sais pas si tu as fait exprès, mais c'est une langue où on sait, comme le souffle un petit peu, comme la magie qu'il y a dans Trip to Sky, on sait pas trop d'où elle vient cette langue. C'est un hybride de plein de choses. Elle Ouais. est pas une langue latine, c'est pas une langue slave. Ouais. J'ai voulu aussi des langues qui fassent vraiment, qui pour le français moyen, comme je suis, fassent vraiment étrangère. Autant le grec, on se sent à l'aise avec le grec. Ça, je voulais que la 6, parce que pourquoi? Parce que la 6, ça représente l'Europe, en fait. Vraiment l'Europe au sens de l'Europe qui justement a colonisé tous les autres, quoi. Et je voulais quelque chose des langues qui fassent plus étrangères ou plus justement peuple de la Méditerranée, mais moins dominant, si tu veux, pour faire simple. D'une part. Et puis d'autre part, j'avais aussi l'intention que autour, après, pour les îles un peu plus lointaines, là, on puisse utiliser carrément des vieux noms indiens, mais natifs, j'entends d'Amérique du Nord, peut-être des noms africains, etc. Pour, en fait, de façon cryptique, expliquer qu'en fait, ce dont on parle aussi dans Trip to Sky, c'est de la façon dont la CIS colonise des territoires, et etc., etc. Et dire, bah voilà, Sky, c'est la Méditerranée, et puis, mais ça, bon, on va peut-être pas rentrer là-dedans, parce que je sais pas où vous en êtes rendu dans le jeu, donc voilà. Alors, mais ce truc de Google, donc je sais pas si j'ai été le premier à utiliser Google Trad pour générer des noms. J'imagine. Attention à certainement Google pas. Trad, hein. Tu utilises Google Trad? Ouais, j'utilise Google Parce Trad. que c'est très de Google Trad, hein, avec les traducteurs de langue. Surtout moi, quand j'ai essayé de faire le chemin inverse, tu vois, moi j'ai traduit Tous les noms pour voir. Je te jure que parfois. Ça tombait sur rien, quoi. Ouais. Si, ça tombe, mais bizarrement, tu compares et c'est pas vraiment ça. Tu vois, UJS par exemple. Ouais, non, mais après, il y a des noms que j'ai transformés. Ils ne sont Non, pas... mais Par le exemple, j'ai mot rajouté des UJS syllabes. par exemple. Par exemple, j'ai rajouté parfois pas des syllabes, des voyelles. Il y avait des noms en fait qui avaient Ah oui, c'était oui, que des consonnes, ouais. donc j'ai rajouté des voyelles pour faire un nom, quoi. En fait, si tu veux, l'idée, alors alors donc encore une fois, je sais pas si je suis l'inventeur de système. J'imagine qu'il y a plein d'auteurs de jeux de rôle. Bah, moi, qui le j'avais faisaient. jamais vu. Hein, Mais c'est un des trucs dont je suis le plus fier dans Trip to Sky. Tu vois, c'est tout con, mais je l'ai mis dans la base parce que je trouve que c'est un des trucs qui fonctionne très très bien et Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais. qui est hyper intéressant parce que ça force en plus à penser un trait du personnage. C'est en fait, on part pas de rien pour avoir son nom. Son nom, c'est comme tu disais, voile, ambiguïté, méchanceté. Tatali, c'était quoi? Tatali, c'était. Talia, ça doit C'était vouloir. vision, je crois, Ouais. parce que comme ça, on l'a mis à la VJ. Ah oui. Vision ou vue ou regard. Ouais, mais c'est génial. Ça veut dire que ça, tu lui donnes un nom et en même temps, tu lui donnes un premier trait. Et en fait, on sait qu'avec un nom et un trait, on a un personnage. Ouais. Ça, on le sait depuis Dogs in the Vineyard, ou depuis Hero Wars. Il suffit d'un nom et un trait. Si je vous dis Lydie ambitieuse, ça y est, vous avez c'est bon, vous l'avez le personnage. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce Google Trad, on a du trait, on a tout. On obtient le personnage déjà. Donc je trouve ça bien trouvé. J'étais fier de moi et je me suis dit, bah voilà, je vais le mettre dans la base parce que si personne n'a jamais mis ça dans une base de jeu de rôle ou n'a jamais exposé cette technique pour son jeu, en tout cas pour Trip to Sky, je trouve qu'elle permet de générer très très facilement des bons personnages, de bons persos, carrément de bons persos en fait. Donc non, j'étais très fier de moi là-dessus. Hein. Quand je suis fier d'un truc, en général, je le mets dans la base. Et les magies dans Trip to Sky, au départ, tu voulais mettre quelle magie En fait, au départ, je voulais pas mettre de magie. Je voulais laisser toutes les magies en intuitive. Et j'ai rapidement vu que si je faisais ça, ça allait devenir Ça du veut dire toon. quoi? Que ça soit open bar, quoi? C'est open bar.
tu fais ce que tu veux. Et en fait, j'ai rapidement vu que si je définissais pas ce que j'attendais de la magie dans Trip to Sky, ça allait devenir du n'importe quoi. J'ai eu des parties où il y a des joueurs qui faisaient des trucs qui commençaient à n'avoir plus aucun sens, quoi. Je pense notamment à une partie avec Pierre Rosier où à partir du moment où je lui avais dit bah voilà, tu peux faire ce que tu veux, il avait une orbe dans ses trésors et l'orbe elle lui a servi à voler, il a fait de la glace, du feu, de la foudre, il a fait tout avec son orbe, quoi. Il a quasiment joué qu'avec cet artefact pendant tout le truc, hein. Il la lançait, elle revenait, il la mettait sous ses pieds, il volait, et à un moment donné tu fais ok. Elle faisait le café. Donc là en fait exactement c'est ça en fait, et à un moment donné tu fais en fait, si je veux pas que ça devienne du toon RPG, c'est un côté vraiment toon, quoi. Roger Rabbit, quoi. Ton marteau, il va te servir à visser un clou, à frapper quelqu'un, à faire tomber amoureux quelqu'un. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Je me suis dit, il va falloir que je fasse en sorte que la magie soit moins fantaisiste que fantastique. Et pour expliquer ce que c'est que le fantastique par rapport au fantaisiste, bah, c'est pas évident. Donc j'ai mis une première définition dans le livre de règles, où j'ai expliqué la différence entre les deux, qu'il fallait pas que ce soit explicité là. Ouais, mais en même temps, je me suis rendu compte assez rapidement que, ouais, mais en fait, si, il y a quand même de la magie dans Trip to Sky qui est fantaisiste quand même, à un certain niveau. J'ai des exemples en tête, mais je vais pas les dropper là, parce qu'encore une fois, il y a des joueurs et joueuses autour de la table, mais il y a vraiment, j'avais des idées de magie qui étaient quand même un petit peu plus que ce qu'est... donc il fallait mettre des exemples de magie fantastique, suffisamment fantastique pour qu'elle reste... Enfin, comment dire tu vois, on est sur un jeu d'équilibriste entre la fantaisie et le fantastique. Elles sont un peu fantastiques, mais pas trop. Tu vois, c'est à ce moment-là, quand tu écris ça dans les règles, il n'y a pas la liste encore des magies? Ou tu avais déjà mis la liste? Non, il n'y a pas la liste des magies à ce moment-là. D'accord, ok. Non. Et puis en fait, c'est à force de... À ce moment-là, je me dis, ok, il va falloir que je fasse une liste de magie très claire. À force des playtests, tu as pris ce qui a été joué, quoi, le plus. Ah non, les magies, c'est... Non, quasiment pas, parce que les joueurs ne s'interdisaient systématiquement de faire de la magie, en fait. Parce qu'eux, ils étaient dans l'idée que c'était fantastique. Donc, surtout pas fantaisiste. Donc c'est moi qui ai dû progressivement introduire des magies possibles pour dire, regardez, vous pouvez faire ça, ça c'est permis, ça va pas trop loin, ça va. C'était compliqué. Donc en fait, non, j'ai quasiment toutes introduites. Ok. Ouais, quasiment toutes. Est-ce que vous avez une question? Sinon, on va finir. Mais en fait, on n'a parlé que de Trip to Sky, on n'a pas parlé du tout d'édition de jeu. Je croyais que c'était une interview sur... je vais pas te demander les résultats. En fait, je pensais pas que l'interview portait spécifiquement sur Trip to Sky. Je croyais que tu voulais m'interroger sur le métier de créateur de jeux de rôle, en fait. Je suis complètement tombé à côté de... Ouais, non. J'avais pas du tout les bons documents sous les yeux. Pourquoi tu pensais à quoi? Bah non, je sais pas, dans la manière dont tu m'avais présenté l'interview, je pensais qu'on allait parler du métier de créateur de jeux de rôle. Ça tombe bien, parce que moi j'ai une question pour toi en tant que créateur de jeux de rôle. Antoine joueur, ouais. Que ça soit hier ou même là quand on a joué ensemble à Trip to Sky, on a l'occasion, nous joueurs, et c'est une chance, de jouer et de te poser des questions à toi en tant que créateur du jeu auquel on joue. Ouais. Bon. Et de temps en temps, on a des hypothèses, des questions, et ta réponse, elle peut être oui ou non, mais de temps en temps, elle est ouverte. Et tu nous dis, bah oui, peut-être que tu as raison, peut-être que machin. Comme si, en fait, oui, comme si il y avait des possibilités, et toi, tu n'as pas la réponse. Et nous, on se dit, mais attends, c'est lui qui a écrit. On n'est pas dans le sens où il y a cette mythologie de qui est-ce qui a écrit le jeu, mais dans Trip to Sky, on a l'impression que de temps en temps, on arrive à créer quelque chose, malgré le jeu, ou malgré toi, ou en plus du jeu, ou en plus de toi. Et c'est assez perturbant, parce que pour nous, tu es l'alpha et l'oméga du jeu. Toute question a une réponse. Là, dans la oui partie, ou non. il n'était pas dans une position de meneur. Non, mais même on a pu parler, pour ceux qui ne le savent pas, on a passé du coup le week-end avec Romaric, et de façon générale, on a pu échanger avec lui en tant que créateur de jeux de rôle, tu vois. Et de temps en temps, les réponses sont ouvertes. Faut pas te spoiler, peut-être. Non, mais aussi, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir par toi-même. Mais tu as bien vu ce week-end qu'il y a eu des moments où on a eu quelques débats. Il disait, ah oui, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça. Ah oui, c'est possible que dans le jeu, il puisse se passer ça. Tu dis, en fait, il y a toujours bien plus dans les choses que ce qu'on y met. Tout d'abord, quand on pose une question, on répond de façon consciente à la question.
Et dans un jeu, il y a tout ton inconscient qui s'exprime. Enfin, je suis désolé, je suis pas freudien spécialement. Je crois pas. Je pense quand même que Freud a fait des avancées intéressantes sur la psychologie humaine et qu'il a permis de sortir les fous des prisons et de commencer à réfléchir à comment s'organiser le psychisme humain et tout. Donc, ouais, il a quand même son intérêt. Mais disons que voilà, il y a quelque chose dans quand j'écris, je me fais plaisir, tu vois. Je suis vraiment dans le plaisir, dans le truc de j'ai envie de mettre ça parce que c'est cool, j'ai envie de mettre ça, nanana. Et en fait, dans le fond, comme dit Wittgenstein, je pense bien souvent avec la plume, quoi, parce que ma tête, c'est pas trop ce que ma plume écrit, quoi. Et en fait, c'est très intuitif chez moi tout ça. Enfin, quand j'écris comme ça, mais j'imagine toi Aurel qui est musicien, tu sais ce que c'est que ces côtés très intuitifs de la musique et tout. Et après, tu rencontres les gens et les gens ils disent ah ouais, dans ta musique, j'y vois beaucoup de mélancolie et trucs comme ça. Et toi t'es là, attends, moi je me suis juste fait plaisir. Et ils vont te dire ouais, mais tu trouves pas que cette musique-là, tu l'as créée à cette époque-là et qu'à ce moment-là justement, tu étais en train de te séparer avec un tel ou un tel, et donc du coup que peut-être cette musique, elle traduit ceci, cela. Et toi juste t'es là, attends. Et puis en fait, en y réfléchissant, quand la personne t'en parle, tu te dis mais carrément en fait t'as raison. Seulement au moment où j'écris cette musique, où j'écris ce texte, j'en ai pas conscience en fait. Donc l'auteur, il faut arrêter avec cette position de l'auteur qui sait tout de ce qu'il écrit. C'est pas vrai. L'auteur en fait il écrit un truc. Moi c'est un cri désarticulé, Trip to Sky. Le souffle, regarde, là, je peinais à le définir tout à l'heure. Je vous dis j'essaye de mettre un mot sur cette espèce de sentiment. Si vous me demandez ce que c'est que le sentiment, j'ai absolument aucune réponse. Il y a un paragraphe entier, il y a des pages entières sur le souffle dans Trip to Sky. On voit bien que je tourne autour du truc, que j'essaye d'expliquer mon propos, mais si je pouvais consciemment expliquer le propos de Trip to Sky, je n'écrirais pas Trip to Sky, je te l'expliquerais. Et en fait, Trip to Sky, c'est un cri désarticulé, comme toutes les œuvres artistiques. Et c'est en fait les spectateurs qui t'apprennent, qui te montrent à toi-même des choses que tu n'avais pas vues dans ton propre jeu et qui te font découvrir des éléments. Tu veux dire que le joueur, enfin, les joueurs, joueuses et les MJ ont accès à la psychologie de l'auteur. On fait limite un peu ta psyché. Une interprétation d'une œuvre. Voilà. Ouais, c'est ça. Et donc, et ça va plus loin, c'est-à-dire que après, moi, je ne suis plus Sens depuis très très longtemps. Quand j'ai fini d'écrire Sens Chaos, je n'ai plus jamais revu Sens. À ce moment-là, on a coupé les ponts tous les deux. Jamais plus, je n'ai revu Sens. Il a disparu. Et donc aujourd'hui, 10 ans plus tard, c'est rigolo de voir des gens qui arrivent et qui disent mais Sens, il était comme ça, il était comme ça. Et toi, tu es là, attends, je me souviens plus qu'il était vraiment comme ça. Tu vois. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté, tu découvres. Là, pour l'instant, Trip to Sky, c'est encore très frais, donc je peux en parler un peu consciemment. Mais dans 10 ans, quand les gens reviendront vers moi en parlant de Trip to Sky, je serai obligé d'être avec eux et de dire ah ouais, t'as raison, j'avais mis quelque chose comme ça. Oui, il y a quelque chose comme ça dans Trip to Sky, t'as raison. Et là, du coup, je me retrouve à égalité avec. Enfin, il y a un moment donné où l'auteur n'est plus auteur, où il finit par devenir interprète de son propre truc. Et c'est d'autant plus vrai dans le jeu de rôle. Je ne suis pas auteur des parties de Trip to Sky. Ça, c'est hyper important à bien comprendre. Je suis auteur des règles de Trip to Sky, c'est vrai. Je suis auteur des premières briques de Trip to Sky, des propositions de base. C'est pour ça que je parle de base quand je parle des livres de règles de jeux de rôle. Je pense que la base de Trip to Sky, c'est vrai, j'en suis l'auteur. Je l'admets, je le reconnais. Même si il n'y a pas que du romaric conscient qui s'exprime là-dedans, il y a aussi toute une part d'inconscient, de la liberté que j'avais pas à ce moment-là qui doit s'exprimer, et je ne sais pas encore comment trop elle s'exprime. C'est vrai, je suis en partie l'auteur de ces règles et de cette base, mais les parties de Trip to Sky, vous en êtes les auteurs, vous les joueurs qui vous saisissez la table. Et je vais même aller plus loin. Aucun d'entre vous n'est l'auteur de la partie de Trip to Sky. Ce n'est pas Aurel, ce n'est pas Julia, ce n'est pas Antoine, ce n'est pas Alex, ce n'est pas Antoine. Les auteurs de Trip to Sky, c'est vous tous ensemble. Et donc, on aurait bien de la peine à dire qui est l'auteur d'une partie de jeu de rôle. Tu vois, et ça, c'est hyper important. Et donc, c'est pour ça aussi que je comprends des gens comme KF qui parlent de la mort de l'auteur en JDR et tout ça. Évidemment, il y a... dans le jeu de rôle, c'est d'autant plus simple de tuer l'auteur du jeu qu'il n'est pas l'auteur de la partie. Et donc, du coup, donc c'est compliqué pour moi parce que les interprétations que vous formulez, par exemple les informations que toi, Antoine, ou que toi, Aurel, ou que vous formulez sur Sens, vous les formulez depuis des parties dont je ne suis pas l'auteur.
Donc, quand vous arrivez avec vos interprétations, vous arrivez avec des interprétations de parties, et vous avez des points de vue sur des personnages où je vais dire, ah ouais, carrément, il y a un peu de ça et tout, machin. Et là, je me sens vraiment radicalement étranger avec vos points de vue et tout. Donc, c'est pas, je fais pas semblant de devenir interprète de sens. Je suis vraiment interprète de sens. Et puis, sens, ce n'est pas uniquement moi, c'est aussi tous les joueurs. C'est Flavie, c'est Cédric, c'est Benjamin Béliez, c'est Thomas Poussou, c'est Aurélien Guy, c'est David Eyrel, c'est tous les gens qui ont contribué à l'émergence de ces parties formidables que j'ai voulu ensuite retranscrire par des règles dans ce sens. Mais voilà, donc moi aussi je suis interprète des... Je découvre encore des facettes de Mifos Quadria, aujourd'hui encore, parce que... oui, j'ai interprété Mifos Quadria, je lui ai donné tel aspect à tel moment et tout. Mais après, on a découvert que s'il était présent à ce moment-là, c'est qu'il y avait peut-être un sens encore plus profond par rapport à tout ça et tout. Enfin, c'est tellement compliqué. Mais on est... Et tout le monde, dans ce jeu de rôle, on est à la fois auteur et interprète de la fiction. C'est ça qui est complètement fou. Alex, tu veux poser une question ? Non, pas forcément. J'avais une réflexion. Puis on va terminer avec, c'est pas une question, mais tu as annoncé récemment que Trip to Sky serait ton dernier jeu. Ouais, mais ce sera mon dernier jeu jusqu'au prochain, quoi. Et ça mange pas de pain comme truc, quoi. Tu vois, c'est une annonce un peu rocambolante. Non, mais tu changes un petit peu. Tu tournes une page, c'est ça ? Tu reprends tes études ? Ouais, c'est vrai que là, je pense que effectivement. Alors, il y a une raison toute conne. Alors, vous savez, chaque jeu, c'est 4 ans de développement. Donc avec une table, on va suivre pendant 4 ans et tout un développement d'un jeu. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis la sortie de Trip to Sky ? Absolument rien, j'ai rien développé parce que depuis 2 ans c'est le Covid. Et donc du coup j'ai pas de... Là concrètement, moi ce que je vois c'est un grand gouffre en fait. J'ai pas fait de jeu de rôle, enfin j'ai pas fait de nouveaux jeux de rôle parce qu'on a pu jouer à Trip to Sky avec des attests et tout. Mais j'ai pas du coup fait des attests pour préparer mes prochains projets en gros. Parce qu'il y a un moment donné, même pour les... Enfin, tu vois, même quand je faisais des attests à mes joueurs, ils me disaient non mais ça va pas marcher si je me fais arrêter par les flics. Je vais me faire... tu vois, parce qu'ils disaient non mais attends, on peut pas faire des attests pour le jeu de rôle. Et pourtant aussi, on est bien en train de développer un projet qui fait partie d'une entreprise et compagnie. Les attestations, c'était parfaitement valable dans le cas. Mais tu vois, les gens, ils y croient pas. Donc c'est difficile. Même tes joueurs, ils y croyaient pas, c'est ça ? Non, ils y croyaient même pas. C'est dingue. Ouais. Alors que pourtant, non, parce qu'ils se disent attends, on peut pas faire d'attest pour faire du jeu de rôle. Si en fait, parce que là, on en fait, c'est notre travail, c'est mon métier. Et tu vois, il y a un côté, on n'y croit pas, quoi. Il y a un côté. De toute façon, moi, j'ai toujours eu du mal à faire accepter mon métier comme un métier normal. La plupart des gens qui m'entourent pensent que j'ai pas de travail, en vérité. Mais c'est pas un travail de faire du jeu de rôle. Un travail, c'est vendre du pain, fabriquer du pain, trier des ordures. Ça, c'est un travail. Mais pourtant, tu y passes tout autant de temps, voire plus. C'est énormément de temps. C'est énormément de temps et c'est beaucoup de travail en fait. Si vous croyez que toutes les inspirations dont je suis en train de parler, toute cette manière de mettre en forme les idées, les machins, c'est pas un travail intellectuel, voilà, si, c'est complètement un travail intellectuel. C'est un travail de chercheur. Le podcast de la cellule, c'est du boulot, mais les gens, je pense, n'ont pas conscience. Pour beaucoup de gens, je suis un saltimbanque qui vit de rien, quoi. Un chômeur, quoi. C'est pas un vrai travail ce que tu fais. Tu vois, d'où le fait aussi d'être un démon et de se sentir un peu en marge. Quand tu fais un métier que personne ne comprend, dès qu'on te demande c'est quoi mon métier. Ça, c'est le cas dans beaucoup de métiers artistiques. Oui, ouais, exactement. Ouais. En fait. Ouais, oui, complètement. Clairement, complètement. quand tu rentres pas Après, tu t'es quand même entouré de joueurs, d'autres créateurs de jeux de rôle. Sur les forums, tu t'es entouré de gens qui partagent aussi cette passion et mais pourquoi et ce travail. Aussi dans une volonté de légitimer mon travail. Oui, mais même entouré de ces personnes qui sont quand même, j'imagine, ouvertes et qui comprennent ta position, tu te sens toujours pas légitime. En fait, tu as les gens qui comprennent ton travail et qui t'entourent. Et si, bien sûr. Si. Non, j'exagère un petit peu. Tu as raison de me reprendre là-dessus. C'est vrai que avec mes proches et tout. Mais je te parle par rapport au regard au monde extérieur, tu vois. Oui, n'oublie pas qu'il y a quand même, en France, il y a quand même pas mal de gens qui votent à droite. Il y a pas mal de gens, je veux dire, créateur de jeux de rôle, pour ces gens-là, ça n'a absolument aucun sens. Enfin, je veux dire, et même, tu vois, je vais même te dire un truc de fou. Ça n'a tellement aucun sens que pendant des années, les auteurs de jeux de rôle, ils ont été voir des éditeurs avec des projets et ils leur disaient non, mais moi, tout ce qui compte, c'est qu'ils soient édités, ne me payez rien. Tu vois, les gens ne voulaient même pas être payés pour ce travail-là. Comme si ça, en fait, ça valait rien, tu vois. Si c'était un loisir, un à côté, un truc qu'ils faisaient le dimanche. Exactement.
Un passe-temps. Donc du Disait coup, à l'autre partir du fois. moment où on refuse l'idée que la personne soit payée pour son travail, on refuse l'idée que ce soit un travail. Parce que dans le fond, aujourd'hui, le travail est corrélé avec le salaire. Tout Mais travail c'est- mérite salaire, et de la même manière, s'il y a un salaire, c'est qu'il y a un travail derrière. Mais ça, c'est ce que tu disais exactement dans le Maelstrom ou dans un autre podcast, au début, quand tu sortais Sens en gratuit. Ouais. Et à un moment, tu as décidé de le sortir en payant Absolument. pour le valider et pour valider le jeu, mais aussi valider toi en tant Valider ton travail, quoi. qu'écrivain. Quoi. Complètement. Ouais, complètement. Et pourquoi on parlait de ça Bah, du coup, tu vas mettre les 4 prochaines années Ah oui, c'est ça. dans tes études, c'est ça? Comme tu n'auras pas de Ouais, projet. alors je sais pas encore. Là, effectivement, c'est c'est mon projet. Maintenant, j'ai des enfants. Ouais, tu vas faire ça comment? J'ai Cours des d'histoire charges. J'ai des charges personnelles. Et il faut que je vois si reprendre mes études, c'est compatible avec. Est-ce que avec tu as mes un compte, possibilités. un bon compte formation quand tu es éditeur de jeux de rôle? Non, Non, je t'as pense pas ça. Non, puis. Bon, il y a Parce que là, autre tu veux chose faire un aussi, doctorat, que c'est ça? J'aimerais bien faire un doctorat. Pour être effectivement. prof? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, Pour faire non, quoi? juste pour faire de la recherche. J'ai envie de la de recherche, faire ok. 3 ans de recherche pour faire une thèse. Soit en philosophie, soit. C'est une volonté personnelle. Je voudrais savoir si j'en suis capable. Si je suis capable d'aller jusque-là dans mes études de philo. Si le fait de faire du jeu de rôle, ça m'a apporté quelque chose en philosophie ou pas. C'est une façon de me dépasser moi-même, tu vois, de lire plein de bouquins. C'est une façon de m'ouvrir aussi, de me relancer, de me rechallenger sur un autre truc. Mais il y a quelque chose qui me déplaît, c'est que j'aurais voulu le faire dans un contexte où les facs sont ouvertes. J'ai pas envie de faire santé les machins, ça me plaît pas du tout. Moi, j'ai besoin du contact humain avec les professeurs, j'ai besoin de discuter, j'ai besoin Donc, je suis en train de me dire que si ça se trouve, c'est peut-être. Au début, je me disais, ouais, c'est la bonne période parce qu'on peut pas faire de jeu de rôle, donc autant que je fasse de la philo. Et en fait, je suis en train de me dire, ouais, mais en fait, la philo, je la fais comme un jeu de rôle aussi. Alors, en fait, c'est la bonne période pour rien en ce moment, concrètement. Donc, voilà. Donc, du coup, je sais pas encore. Ouais, ça me fait de l'œil de reprendre mes études, clairement. Mais la véritable raison du fait qu'il n'y a pas de jeu là qui vient, c'est que j'ai pas pu travailler mon prochain projet. Habituellement, quand je finissais Vademecum, j'étais déjà en train de lancer Trip to Sky. Là, il y a rien derrière. Il n'y a même pas un Val 4. Bah, Allez. il y a le jeu vidéo du Val qui peut être Ouais, c'est considéré comme un Val 4, mais il y a rien. Il n'y a rien parce que tu n'as pas eu l'inspi? Il Y a rien qui- y a pas eu si, d'épiphanie d'inspi, j'ai un jeu en tête. D'accord. J'ai juste Il n'est pas travaillé, quoi. il n'est pas travaillé du tout. Il y a quelques idées quand même. Il y a quelques idées. Mais Daft Punk vient de se séparer. Un Ouais. petit scoop, Ah, Romaric, Daft un Punk petit vient de scoop. se séparer et ça met un sérieux coup de frein à un de ton mes jeu. projets. Ouais. Quoi? Non. Révélation. C'était un jeu de rôle sur la musique avec Donc, des gens casqués. C'était un jeu de rôle sur la musique, Sur Daft Punk. sur les musiques de Daft Punk et sur Il y a Daft Punk. Aurel en train de sauter au plafond. En Énorme fait, scoop. mais entre autres, hein, mais pas uniquement. Pas uniquement. J'ai un projet bien particulier en tête. Mais le problème, c'est que ça nécessiterait beaucoup de temps de développement et ce temps-là, je l'ai pas, donc on va voir. Mais non, c'est un peu le truc de Sky, ce sera mon dernier jeu de rôle. Je crois que j'ai dû dire ça à chaque fois que j'ai sorti un jeu de rôle. Et à un moment donné, je suis pas trop crédible sur ce truc. Je pense qu'à un moment donné, je vais retourner au jeu de rôle. Mais Sky m'a l'air d'être tellement abouti par rapport à abouti. Ah non, c'est aboudi que j'aurais dû dire. Aboudi. Je me suis Meilleur trompé. mot du monde. Excuse-moi. Et donc du coup, il a l'air tellement aboudi que je me dis non, en fait, je peux pas, je peux pas faire mieux, quoi. Tu vois, il y a un côté là pour l'instant, je suis encore. C'est comme le Val, tu vois, le Val. Je me dis quand je vois ce jeu, je me dis putain, vache, c'est un jeu qui est tellement abouti par rapport à. Enfin, tu sais, j'avais envie de faire un truc un peu comme ça, j'ai réussi à le faire, et donc je suis tellement content quand je me dis j'ai pas envie d'y retourner, tu vois. Ouais. Et là, le jeu de rôle, ben, j'ai pas envie d'y retourner. Alors, est-ce que ça signe pour moi la fin? Voilà, ouais. C'est ça, peut-être qu'à un moment donné, je trouverai une nouvelle thématique. Ouais, qui tu me auras donnera d'autres envie. inspirations dans des jeux, dans des films, des livres que tu n'as pas encore lu, Exactement. vu ou joué. et- Ouais, fait. exactement. et Je voilà. pense que le fait d'écrire, ça te manquera, dans tous les cas, comme Oui. tout boulot artistique. Enfin, Ouais. je dis boulot, mais, Mais comme tout, n'oublions pas que forme d'art, quoi. ça, c'est clair, mais l'écriture, c'est aussi l'écriture philosophique.
Et n'oublions pas que moi, je suis un philosophe égaré dans le monde du jeu de rôle. Je suis pas rôliste à la base, je suis philosophe et écrivain. Et il se trouve que le jeu de rôle, notamment par sa structure, m'a attiré parce qu'il me permettait de dire des choses que j'avais sur le cœur. Je suis resté dans le jeu de rôle parce que c'est devenu une sale manie de faire du jeu de rôle et tout et machin. Mais en vrai, moi, je suis d'abord un philosophe avant d'être un joueur de jeu de rôle. Donc, il est possible qu'un jour ou l'autre, bah oui, effectivement, j'arrête de faire du jeu de rôle. C'est une fois que j'aurai, entre guillemets, exprimé tout ce que j'avais à dire. J'ai la sensation d'être un peu sec, là, si tu veux, pour tout te dire. Ouais. D'avoir un peu dit tout ce que j'avais à dire. Et si je faisais un autre jeu, j'ai pour l'instant la sensation qu'il n'y aurait pas grand-chose dedans, si ce n'est que l'envie de faire un autre jeu pour faire un autre jeu et faire du fric. Et, tu vois. Et donc, moi, je fais jamais un jeu pour de mauvaises raisons, et ces raisons-là. Je fais toujours un jeu parce que j'ai quelque chose à dire. Mais pour l'instant, j'avoue qu'avec Trip to Scale, j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire. Donc, j'ai une sensation d'accomplissement qui me fait dire que ce sera le dernier. Mais bon. Et après tes recherches, là, pendant 3 ans, tu auras 10 millions d'autres trucs à raconter. A priori. Ah oui. Ouais, mais peut-être pas sur le jeu de rôle, tu vois. Peut-être Oh. pas. mais bon. J'ai des théories philosophiques aussi Oui. que je dois défendre. Enfin, On te fait confiance pour. voilà. On verra. Mais je comprends ce que tu dis par rapport à Trip to Scale, que le plus abouti, presque le plus ouvert, parce que. Alors, moi qui n'ai pas joué, enfin, Val, j'ai dû faire quelques parties. Val et Mecum, on y a joué tous ensemble, Sens, on est en train de le jouer. Trip to Sky me paraît pour l'instant presque le plus facile à prendre en main pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ton univers ou qui n'aurait pas forcément joué à beaucoup de jeux de rôle. Ouais, je fais un petit peu de pub pour le jeu, mais je joue avec mes enfants en ce moment. Donc, mais voilà, mais ça, c'est la preuve que c'est un jeu qui est quand même très accessible, je pense. oui, Ouais. mais attention, c'est un jeu où tu peux faire jouer des enfants, mais c'est pas un jeu enfantin non plus. Ah, Il y a non, quand même des thématiques et il y a quand même des mécaniques et des sujets qui sont exactement. largement adultes et grand public. Mais ça veut dire que les mécaniques sont accessibles. Oui. Et après, les thématiques, par contre, ça c'est encore autre chose. Les thématiques qu'on va aborder, ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais non, j'en suis vraiment, Trip to Sky, j'en suis très très content. Et j'attends vraiment de la sortie du jeu pour voir l'accueil que vont lui faire les gens, comment ils vont y jouer, comment ils vont le prendre. Mais quand je vois la façon dont vous y jouez, je suis très confiant. Parce que, rappelons-le, Antoine Foin, qui vient m'interviewer là aujourd'hui, est animateur de la Citadelle, mais il est aussi playtester externe sur Trip to Sky. Il n'avait jamais vu de partie de Trip to Sky avant d'avoir les livres. Dis pas tout, on va faire le podcast après. Donc, non, mais et ça, c'est très important parce que ça veut dire que le jeu, effectivement, tous les playtesters externes que j'ai eus, ce qui leur a le système, la mécanique du jeu, le jeu ne leur a posé aucun problème. Ils ont eu des petits problèmes de détails de l'univers, de poils de cul, de trucs de mes couilles. D'ailleurs, ça me fait Ah bah, chier. de toute façon, c'est des enculeurs de mouches, on le sait. Hein. Oui, voilà. Mais voilà, il n'y a pas eu de problème à prendre le jeu en main et à y jouer. Donc je suis assez confiant sur la transmission du jeu pour une fois. C'était parce que c'est le plus gros problème dans le jeu de rôle, c'est de transmettre la partie, quoi. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci Romaric. Hein. Merci à vous, hein, Merci, franchement. merci Romaric. Merci pour tout ce que vous faites parce que franchement, vous êtes des fans hardcore de toutes mes créations. Là, quand je vous vois en train de parler de tout ce à quoi vous jouez, puis quand je vois la Citadelle, le nombre de podcasts qui existent maintenant, c'est vraiment incroyable. Ça met la cellule en PLS parce que nous, on fait un pauvre N'importe quoi. un pauvre Genre, t'as podcast de 350 podcasts. Oui, enfin, plus, mec, on fait un podcast de sens tous les ans, hein, maintenant, je pense. c'est normal. Et au bout d'un toi, moment. t'en fais un tous les mois, voire toutes les 2 semaines. Donc, Oui, mais Oui, mais il n'y en aura pas, Après, il y en nous aura punit pas si on les fait 60. pas. Hein. Je crois pas. Ouais, mais enfin, voilà, Il nous- c'est là il en nous ce bat, moment, il c'est nous- toi qui en attendant, en ce moment, c'est toi qui publie le plus de podcasts sur Sens de tout Internet. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Vous De explose tout l'internet. Succès, t'es bloqué. de tous les Internets. Non, mais c'est vrai. Enfin, pour l'instant, c'est vous qui avez c'est vous qui c'est le podcast sur Sens. C'est vous maintenant. C'est plus la cellule. Tu vois, si on veut en termes d'actu. Ouais, après, c'est une autre Donc, ligne éditoriale. Non, mais je veux quoi. dire, ça mérite au moins un merci de ma part quand même. Je vais pas dire. Oui, merci oui, beaucoup. c'est normal. De toute façon, je suis génial. C'est normal que des gens sacrifient leur vie à travailler sur. Je vous des avais dit heures. qu'on aurait dû mettre la vidéo à ce Non mais podcast. franchement, non mais sérieux. non mais je veux dire, ça mérite quand même un merci Antoine. Enfin, ça Merci, semble assez merci à évident. toi. Merci, à Antoine. tous. C'est aussi, génial ce hein. que vous faites. Oui, mais il n'y aurait pas Franchement. Citadelle sans sens. Oui, bon, on va Allez, finir là, parce que- allez. Ouais, merde. L'œuf ou la poule? Allez, on s'aime tous. Allez, on à s'aime 3, tous. on dit merci, au revoir. 1, 2, 3. Merci, Merci au revoir. à tous.